Sable, désert, vent, eau. Nous sommes dans le pays des pharaons. Les pharaons, hommes et femmes nés du berceau de la civilisation, que les foules vénèrent comme des dieux vivants. Souverains d'un peuple dont la créativité, la spiritualité et l'intelligence réunies forment l'une des plus grandes cultures que le monde ait jamais connues. À travers 3 millénaires de règne sur l'ancienne Égypte, ils dressent à leur propre gloire, comme à celle de leurs dieux, les monuments les plus imposants qui soient. Les pyramides de Gizeh, le grand sphinx, les temples d'Abydos, la vallée des rois. Leurs noms majestueux, Ramsès, Cléopâtre, Khéops, Toutankhamon, évoquent autant de légendes de puissance, de richesse, de conquête et de scandales. La vie de certains d'entre eux est toujours baignée de mystères. Leurs nobles tombes renferment d'incomparables trésors. Leurs palais ont traversé les millénaires, comme le témoignage vivant du génie de leurs architectes, artistes et autres érudits. Nous vous invitons à découvrir comment tel pharaon, présumé païen, mènera son pays au bord du chaos. Pourquoi l'on surnomme tel autre le Napoléon de l'ancienne Égypte? Et comment un enfant de 6 ans devient à son tour le personnage le plus puissant de sa civilisation. Les pharaons. 2 yeux de pierre fixant l'éternité. Et pour qui s'y arrête un instant, le sentiment profond de visage figé dans la passation d'un puissant héritage. Enveloppés de lin, leurs corps ont traversé les siècles pour notre plus grande fascination, tandis que d'innombrables sculptures, peintures et hiéroglyphes dévoilent quelques aspects de leur personnalité. Au-delà de leur rang de hauts dignitaires, ils tissent le lien entre mortels et divins. Leur réalisation, toujours grandiose, continue d'inspirer respect et admiration. Des monuments, demeurant comme autant d'empreintes digitales des dieux en personne. Nous vous invitons à percer les secrets de cette ancienne lignée de mi-rois, mi-dieux, au nom tout aussi retentissant que par le passé. Voici donc les plus grands pharaons. Le Nil est le secret de ses courants, ruban obscur en plein soleil, fleuve nourricier du peuple égyptien. Bien avant qu'un pharaon ne donne naissance à une civilisation en posant sur ses rives brunes les premières pierres de monuments extraordinaires, le Nil coulait déjà paisiblement. Il est à l'époque source de vie pour les peuplades de vagabonds qui ont choisi de s'établir sur ces terres fertiles. On y trouve en abondance poissons, oiseaux, ainsi que le gros gibier que sont les crocodiles et autres hippopotames. À chaque printemps, le fleuve sort de son lit pour déposer alentour sa couche d'alluvions sombres et riches, notamment en orge sauvage. C'est essentiellement à l'aide de pierres effilées et de pointes de flèches que la population préhistorique des bords du Nil exploite ce don de la nature. La vie tout entière dépend du fleuve, au point que l'historien grec Hérodote écrira plus tard de l'Égypte qu'elle est le cadeau du Nil et le temple du monde. Graver sa marque sur les rochers des falaises ou des déserts de la vallée du Nil, c'est l'assurance de l'offrir à la postérité. C'est ainsi que 3000 ans avant Jésus-Christ apparaissent sur ces terres les figures principales de l'ancienne civilisation égyptienne, les pharaons. Les terres qui bordent le Nil se divisent naturellement en 2 régions distinctes. Le segment le plus étroit de la vallée qui s'étend en direction du nord du continent africain s'appelle la Haute-Égypte.
alors que la région luxuriante du delta du Nil, dont les multiples bras se jettent dans la Méditerranée, se nomme la Basse-Égypte. Toutes deux forment le pays d'Égypte que nous connaissons. Protégée par les déserts qui l'enserrent, la vallée haute et étroite du Nil avec ses monuments, la trace de ses inscriptions et le développement d'une religion et d'une philosophie mystique est la terre des pharaons. Le mot pharaon signifie simplement belle et grande maison. Les pharaons ont pour mission d'imposer leur suprématie spirituelle et politique sur tout être vivant sous leur autorité. Le symbole le plus éminent de leur royauté est la couronne. Tandis que la couronne blanche, fine et longue coiffe au bout arrondi confère à son porteur le titre de souverain de Haute-Égypte, la couronne rouge reste l'apanage du chef de Basse-Égypte. Seul le pharaon de toute l'Égypte a le privilège de porter les deux couronnes à la fois. Deux accessoires d'apparat accompagnent les pharaons: la houlette et le fléau. On pense que la houlette, vraisemblablement en forme de bâton de berger, symbolise le guide du peuple. Quant au fléau, il représente à la fois une arme et l'outil servant à battre le blé. Croisés sur la poitrine du pharaon, tous deux annoncent l'homme habilité à gouverner, à protéger et à subvenir aux besoins de son peuple. Dans l'Égypte ancienne, les dieux régissent pratiquement tous les aspects de la vie. Ils sont souvent représentés par un animal, à l'image de la crainte mêlée d'admiration avec laquelle les habitants du Nil considèrent les bêtes partageant leur espace vital. Mais si l'on attribue au pharaon au pouvoir l'incarnation d'Horus, dieu solaire à tête de faucon, la vie terrestre ainsi que l'ordre de l'univers relèvent d'une force appelée Ma'at. On pourrait dire que la tâche du pharaon consistait à faire en sorte que tout s'accorde avec le Ma'at. À défaut de quoi l'univers organisé, tel qu'il le connaissait, risquait d'imploser en un chaos aussi bien terrestre que cosmique. Le rôle du pharaon consistait donc à coordonner les efforts divins et humains afin de rester en phase avec le Ma'at. Il avait une fonction très importante, celle de contribuer à préserver l'univers. Le début de la civilisation égyptienne remonte à 3150 avant Jésus-Christ avec l'unification des Hautes et Basses Égyptes sous l'égide d'un roi guerrier peu après sa conquête de l'ennemi sur les terres fertiles de Paparias. On doit cette découverte à une splendide palette de schiste vert foncé mise à jour lors de fouilles entreprises à Hierakonpolis, alors capitale de la Haute-Égypte, sur la rive ouest du Nil. Connue sous le nom de palette de Narmer, cette plaque gravée en 3000 avant Jésus-Christ constitue à ce jour le plus vieux document historique sur l'Égypte. Voici une copie de la palette de Narmer, à peu près au tiers de sa taille réelle. Le plus grand personnage figurant sur cette palette est le roi lui-même. Vous le voyez ici, revêtu d'un kilt orné d'une queue de taureau, accessoire caractéristique des pharaons. Il est coiffé d'une couronne blanche, propre à la région de Haute-Égypte. Il brandit une massue, ici, pour frapper l'ennemi étranger. L'interprétation de cette plaque a permis d'établir que le pharaon Narmer était le roi responsable de l'unification du pays. Ce que je tiens là est par conséquent un document essentiel. Ce pharaon doit son nom au hiéroglyphe attenant à sa représentation. Un burin surmonté d'un poisson-chat, donnant le mot Narmer, et pour traduction littérale, poisson-chat en colère. C'est vrai que ça peut nous paraître plutôt drôle, mais il faut savoir que le Nil renferme plusieurs espèces de poissons-chats électriques capables d'infliger des décharges très douloureuses.
Et je pense que ce nom-là prend là tout son sens. La légende veut qu'après avoir livré bataille, le roi ait brûlé le village ennemi et tué chacun de ses soldats. C'est ce que nous révèle la scène sculptée au dos de cette palette de Narmer. Face au roi et aux disciples d'Horus figurent les restes d'un champ de bataille, avec des rangées d'individus décapités, leurs têtes entre les jambes. Ainsi, il y a 5000 ans, Narmer est à l'origine d'une lignée qui marque l'essor de la première dynastie de pharaons. Sur près de 3000 ans, 29 de ces dynasties et autres lignées familiales suivront, marquées par autant de changements de cap dus à une absence d'héritiers ou bien aux aléas politiques et guerriers. Il est probable qu'afin d'asseoir sa conquête, le pharaon Narmer ait épousé une princesse originaire du Nord. Il remonte alors le Nil pour fonder son lieu de résidence sur un site connu sous le nom de Mur Blanc. En 3050 avant Jésus-Christ, au même endroit, son fils lui succède. Celui-ci, dont le nom retrouvé sur un simple tesson de poterie signifie « faucon qui combat », est le pharaon Or-Aa. Il est probable qu'Or-Aa ait hérité d'un système dans lequel la plupart des principes de la royauté égyptienne étaient déjà bien ancrés. Après lui, la position de roi est devenue plus importante. Ainsi, la plus grande réalisation d'Or-Aa reste la fondation de la ville de Memphis sur l'ancien lieu de résidence de son père. Cette ville va s'étendre et devenir la capitale politique et religieuse de l'Égypte ancienne. Construite à partir de boue et de bois, elle n'a laissé que très peu de vestiges. L'historien Manéthon nous révèle au IIIe siècle avant Jésus-Christ sa perception de cette ville au mur blanc. Memphis est de loin la plus grande ville que j'ai jamais vue. Une enceinte colossale d'un blanc calcaire éclatant entoure la ville. À l'intérieur, de nombreux temples émergent au-dessus d'une incroyable prolifération de maisons de briques marron. Une armée de statues gigantesques se dresse tout autour. Le pharaon et sa famille habitent un palais dans l'enceinte de la ville. L'intérieur, peint de couleurs vives, illustre des scènes de la vie égyptienne. Les plafonds en poutre reposent sur d'énormes colonnes de pierre. La journée du pharaon débute par le bain rituel auquel assiste sa suite et des membres de sa cour. Contraint d'apparaître comme un dieu face à son peuple, le roi Or-Aa consacre une grande partie de son temps à soigner hygiène et apparence. À cette époque, à Memphis, l'hippopotame est un symbole majeur de la culture égyptienne. Sa chasse à travers les marécages qui bordent le Nil est le sport couramment pratiqué par les nobles et les pharaons comme le roi Or-Aa. C'est précisément au cours de l'une de ces chasses que ce dernier trouve la mort à l'âge de 62 ans. La légende, racontée par un prêtre de l'Antiquité, veut qu'il ait été emporté dans la gueule d'un hippopotame. Mais est-il réellement décédé de cette manière? Il faut se souvenir que l'hippopotame a une signification religieuse. Le mâle personnifie le dieu du mal, dénommé Seth. C'est un prêtre qui a permis de transmettre cette histoire et l'on se demande s'il n'y a pas derrière elle, d'une manière ou d'une autre, l'image du roi emporté par une incarnation du mal. Peut-être que le pharaon n'est-il mort à 62 ans que de sa belle mort. Une mort que les anciens ont préféré attribuer au dieu Seth, responsable également des violentes tempêtes du désert et dont ils sont habitués à solliciter la clémence. Il est probable qu'on n'en saura jamais plus sur la cause réelle de sa disparition. On pourra toujours partir à la recherche de quelques indices en visitant sa tombe située sur l'emplacement d'un ancien cimetière à l'entrée du désert. Le Nil, la plus grande route fluviale d'Égypte.
Depuis la mort du premier pharaon Horaa, vers 3010 avant Jésus-Christ, de rapides embarcations faites de roseaux, à la proue arquée et au voile carré en toile de lin se sont mises à circuler sur ces eaux. C'est probablement à bord de l'un de ces bateaux poussés par les vents de la Méditerranée que la dépouille mortelle d'Horaa aura parcouru les quelques 480 km qui séparent vers le sud son palais de Memphis du lieu saint d'Abydos. C'est avec l'inhumation des premiers pharaons qu'Abydos devient nécropole en hommage au dieu Osiris, dit seigneur des morts. La renaissance légendaire de son corps installe la croyance, sous l'Égypte antique, en une vie après la mort. 12 mètres sous la surface du désert reposent ainsi les restes de l'Osirien, temple d'Abydos, où les Égyptiens anciens venaient rendre leur culte au dieu de la résurrection. Les murs y sont gravés des chapitres du livre égyptien des morts, manuel d'instruction à l'usage des défunts pour leur passage vers l'au-delà. Les cadavres, enterrés pour la plupart simplement dans des fosses peu profondes, se flétrissent très rapidement sous l'effet asséchant du sable. Afin de préserver les restes humains vers l'éternité, les pharaons de la première dynastie décident donc de bâtir sur ce site de solides tombes. C'est pour eux l'assurance d'une pérennité aux côtés de leur Dieu, à travers laquelle ils pourront continuer à régner, ainsi qu'à maintenir l'ordre de l'univers. À Abydos, la tombe réservée aux pharaons s'appelle une mastaba, mot égyptien pour banc. Conçue pour traverser l'éternité, la mastaba est faite de briques de boue, solidifiées au soleil, surmontées d'un toit plat, incliné sur les côtés. À l'intérieur, une série de compartiments permettent de stocker toute une batterie d'aliments, d'instruments et de meubles destinés à accompagner, en le réconfortant, le roi vers l'éternité. Sous ce premier niveau, un puits descend vers une pièce souterraine également faite de briques. C'est là que commence le repos du pharaon, après que l'on ait soigneusement rebouché l'entrée afin de rendre l'endroit inaccessible. La plupart des spécialistes estiment que cette sépulture, recensée par les archéologues sous la référence B19, a autrefois abrité les restes du pharaon Horaa. Autour d'elle se trouvent les fosses de ses fidèles domestiques, concubines, et même de ses chiens, tous sacrifiés à sa mort pour l'accompagner vers l'au-delà. Une pratique qui finira par être abandonnée. L'inhumation auprès du pharaon va cependant demeurer le privilège des familles royales et de sujets prestigieux. À proximité, une autre tombe reçoit le nom de Bénéar, qui signifie littéralement bien-aimé. Il est possible qu'il s'agisse là du tombeau de la reine, ou éventuellement de la concubine préférée d'Horaa. La mort de ce pharaon marque le début d'une ère de croissance et de développement pour la civilisation égyptienne qui durera plus de 800 ans. Memphis devient le centre de la vie culturelle et commerciale du pays. C'est là que s'échangent les animaux d'élevage et légumes venus de Haute-Égypte comme l'or, l'ivoire et les pierres précieuses en provenance de Nubie. Des statuettes de bois rappellent certaines scènes de la vie antique. On apprend ainsi que l'orge moulue, puis malaxée sous forme de pâte, permet de produire du pain en très grande quantité. Les vaches fournissent la viande, le mets préféré des nobles. Et puisqu'un pays puissant se doit d'avoir une administration, on confie celle-ci à une classe spécifique de la population, les scribes. Le rôle des scribes était prépondérant. Ils représentaient la classe officielle, celle des bureaucrates incarnant le gouvernement et rendant la culture égyptienne possible. Si le pharaon était bien le chef suprême, il lui fallait néanmoins disposer d'une structure capable de mettre en œuvre ses décisions. Il faut aussi garder présent à l'esprit que seuls 5% de la population savaient lire et écrire.
Concrètement, le pharaon délègue la plupart de ses responsabilités à ses fonctionnaires appelés vizirs. Dans la hiérarchie, ils font office de second. Ces hauts fonctionnaires égyptiens ont reçu une instruction de scribe. On les représente souvent assis en tailleur, leur papyrus étendu sur les genoux. C'est la position habituelle pour écrire. Non seulement le scribe fait-il en sorte d'appliquer les désirs de son souverain, mais il est également celui qui en laisse une trace écrite pour l'histoire. À la fin de la seconde dynastie, en 2700 avant Jésus-Christ, on apprend d'une liste royale nommée la Table d'Abydos que pas moins de 22 pharaons ont régné sur l'Égypte depuis qu'Or-Aa a fondé Memphis. Seule la signification littérale de leur nom nous permet d'en deviner un peu plus sur ces personnages. Hotepsé-Khémoui était le dieu des puissances du plaisir. Seth Périmsin régnait sur les arts. Leurs mastabas ont été construites proches de la capitale de Memphis. L'architecture de ces édifices se fait à la fois plus imposante et plus complexe. Certaines tombes atteignent plus de 5 mètres de hauteur et comportent jusqu'à 70 pièces. La conception sans cesse plus élaborée des monuments funéraires de ces puissants pharaons témoigne d'un savoir, d'une richesse et d'une confiance accrue dans l'architecture. Cette tendance à l'esthétisme et à l'excellence trouve son point d'orgue ici, à Saqqara. Situé au sud de la ville actuelle du Caire, ce remarquable édifice de pierre n'est autre que le complexe funéraire du roi Djoser, premier pharaon de la troisième dynastie. Sous le règne de Djoser, qui débute vers 2630 avant Jésus-Christ, le pouvoir du pharaon est absolu. Tout le monde, du plus prestigieux des fonctionnaires à l'esclave le plus anonyme, dépend de ses ordres. Djoser, dont le nom signifie « le plus sacré », est le premier pharaon à explorer les vastes richesses minières de la péninsule du Sinaï, qui s'étend entre les golfes de Suez et d'Aqaba. Il découvre dans cette région d'immenses gisements de cuivre et de turquoise qui l'enrichissent encore davantage. Il envoie dès lors des émissaires remonter le Nil afin d'étendre son assise jusqu'à Aswan, au sud du pays. Pour proclamer son prestige absolu, il commandite la toute première pyramide d'Égypte. Une pyramide à degrés. Du haut de ses 60 mètres, ce monument à 6 niveaux domine un horizon d'ensemble funéraire au style élaboré. Le site funéraire du roi Djoser est le tout premier édifice monumental entièrement fait de pierre. Il nous offre surtout de voir à quoi ressembleront dès lors les nécropoles en Égypte. La sépulture décrit clairement un escalier montant vers les cieux. En tant que réalisation architecturale, elle est un hommage au mystérieux architecte en chef et scribe du roi Djoser, Imhotep. Une inscription de l'époque atteste d'ailleurs de cet hommage. Porteur du sceau du roi d'Égypte, si proche de sa couronne, grand administrateur de sa suprême résidence, représentant même de sa majesté, grand prêtre d'Héliopolis, Imhotep, tu es aussi menuisier et sculpteur. Pour faire une comparaison plus moderne, on pourrait qualifier Imhotep de Léonard de Vinci de l'ancienne Égypte. Il était très doué. Il représentait absolument tout. Il arrivait juste après le roi, comme grand vizir et chef de l'État. Il était bardé de hauts titres, mais curieusement, on ne sait pas grand-chose sur lui. Mis à part son statut, on sait seulement qu'il était le génie responsable de la Grande Pyramide. La tombe qu'Imhotep réalise pour le pharaon Djoser reprend en la poussant au paroxysme la forme traditionnelle de la mastaba. En assemblant des centaines de milliers de blocs de calcaire blanc, Imhotep empile en réalité 6 mastabas les unes sur les autres, dont la taille diminue au fur et à mesure que l'on monte. Le résultat n'est autre qu'un monument spectaculaire, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde.
La construction de cette pyramide coïncide avec le choix de Djoser de faire du dieu solaire Ra la divinité dominante du pays. Pour l'honorer, on bâtit ainsi l'entrée des temples attenant à la pyramide, tournée vers l'est, au soleil levant. Un mur d'enceinte de 9 mètres de haut, truffé de fausses entrées, protège le complexe. Le site sert de cadre aux fêtes du Hebsed, un ensemble de cérémonies célébrant le pharaon comme symbole magique de fertilité. Celui-ci doit y suivre un parcours rituel symbolisant les 4 coins de l'Égypte. À l'intérieur de l'une des galeries de la pyramide, un relief représente Djoser dans sa frénésie d'un parcours rythmé par les incantations de sa cour. Dieu du destin qui nous offre les récoltes les plus abondantes, pilier du ciel et soutien de la terre, leader des 2 rives du Nil, partout sur les traces de ses sandales pousse la plus riche des moissons. La fête du Hebsed avait lieu à peu près tous les 30 ans du règne d'un même pharaon. C'était une manière très civilisée de faire reverdir la vie en remettant l'accent sur la prospérité de l'Égypte. Si dans d'autres cultures, on préférait tuer le roi pour le remplacer par un plus jeune, les Égyptiens, eux, célébraient tranquillement leur rituel, toujours à côté de leur roi. Djoser ne règne que 19 ans, suffisamment pour qu'à sa mort, en 2649 avant Jésus-Christ, il laisse à l'Égypte ancienne une tradition de construction des pyramides qui se perpétuera en même temps qu'elle s'enrichit pendant 2 millénaires. Les écrivains anciens qui nous ont transmis l'histoire de l'Égypte nous apprennent que cette 3e dynastie, restée célèbre pour la toute première pyramide de Djoser, s'éteint en 2613 avant Jésus-Christ. Le dernier de ces pharaons, Houni, n'a laissé aucun fils héritier du trône. Lui succède, pour 24 ans de règne, Snéfrou, dont la liste royale d'Abydos nous enseigne qu'il est également originaire de Memphis, mais d'une lignée différente. Son mariage avec la sœur du pharaon Houni, Hétep-Hérès, marque le début de la 4e dynastie en même temps qu'il unit 2 filiations différentes. Une dynastie qui durera plus de 400 ans, partagée entre 17 pharaons différents. Le nom de Snéfrou signifie « porteur de beauté ». Alors que son prédécesseur Djoser s'est attaché à repousser les frontières de l'Égypte jusqu'à Aswan, au sud du pays, le nouveau pharaon cherche à étendre encore son influence. Pour ce faire, il mène une campagne lointaine sur les terres de Nubie et s'installe dans la citadelle de Buen. Le lieu lui servira de base pour ses expéditions minières, son commerce et autres conquêtes. On rapporte qu'il serait rentré accompagné de 7000 captifs nubiens probablement destinés aux travaux agricoles, ainsi que de quelques 200 000 têtes de bétail. Certaines peintures illustrent des animaux exotiques, comme des girafes et des babouins, rapportés du continent africain et remis en offrande aux premiers rois pour leur plus grande joie. Tout porte à croire qu'à l'instar de son prédécesseur, Snéfrou est cherché à exploiter la richesse minière du golfe de Suez. Cette sculpture célèbre une incursion dans les mines de turquoise de la péninsule du Sinaï, où l'on voit Snéfrou tuer un ennemi. L'inscription décrit le pharaon comme un grand dieu lancé à la conquête des terres étrangères.
Le bois d'œuvre et de charpente est une autre de ces matières premières très recherchées. On en a besoin en quantité afin de construire les meubles et les poutres des résidences bourgeoises. Mais ce bois manque en Égypte et il faut aller se le procurer par-delà les mers. Forts de leur expérience de navigateurs sur le Nil, les Égyptiens deviennent les premiers et meilleurs marins de l'Antiquité. C'est sous le règne de Snéfrou qu'ils s'embarquent pour la première fois à la recherche de bois de cèdre. Le pharaon ordonne la construction de 60 navires marchands. Bientôt, des flottes de gracieux voiliers font route vers l'ancienne Byblos, aujourd'hui Djebaï, au Liban. L'un des scribes de Snéfrou parle même de 40 navires remplis de rondins de cèdre. Des inscriptions murales de l'époque nous enseignent aussi que Snéfrou place ses hauts fonctionnaires dans des propriétés faites de briques et de rondins de cèdre. Il reste cependant attentif à ce qu'elles soient suffisamment espacées les unes des autres afin que ces sujets ne soient pas tentés de se regrouper pour fonder leur propre royaume au sud du pays. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de faire la fête quand bon lui semble. Au dire de tous, la vie s'écoule paisiblement sous le règne de Snéfrou. Au troisième millénaire avant Jésus-Christ, l'Égypte est un pays de paix et d'abondance. Le nouveau pharaon et sa reine invitent de manière protocolaire les nobles. Les membres de la cour y festoient également, se régalant de canards dodus accompagnés de figues. Ces habitants de la vieille Memphis sont des esthètes soucieux de leur apparence. Ils portent perruques, robes de cérémonie en lin et se maquillent le tour des yeux. Les Égyptiens anciens attachent également beaucoup d'importance aux parfums destinés à masquer les odeurs corporelles, signe de péché. C'est ainsi que les femmes de l'élite portent sur la tête des cônes de graisse parfumée qui finissent par fondre à la chaleur de ces longues soirées pour se répandre le long de leur corps. Un autre papyrus relate comment le roi Snéfrou, s'ennuyant, traverse seul un lac à la rame pour rejoindre une magnifique jeune femme drapée d'un simple filet de pêche. Enfin, les Égyptiens anciens restent très attachés à leur passé, qu'incarne par définition l'esprit des défunts. Ceci explique pourquoi l'ultime demeure des morts, la pyramide, reste le symbole persistant de toute la culture égyptienne. Le pharaon Snéfrou choisit lui aussi de déplacer la nécropole royale, mais cette fois sur le site de Dachour, au bord du Nil. C'est là qu'il fait bâtir les premières véritables pyramides. Au cours du XXe siècle, l'endroit reste la plupart du temps interdit au public. Seule une poignée d'archéologues est autorisée à y pénétrer. Ouvert depuis peu aux visiteurs, ce site offre un aperçu exceptionnel des constructions commanditées par Snéfrou et qui dominent l'horizon désertique presque lunaire de cette région. S'élevant à 104 mètres au-dessus du sable, voici la pyramide courbée, la toute première réalisation de Snéfrou qu'il surnomme la brillante pyramide du Sud. Sa forme particulière a conduit certains spécialistes à penser que le pharaon était décédé brutalement et qu'il a fallu terminer les travaux à la hâte. En réalité, cette silhouette étrange nous en apprend beaucoup sur la technique employée par les bâtisseurs de Snéfrou. Ce type de pyramide est certainement ce qu'on appelle l'un des premiers grands demi-citrons de l'histoire. Lorsqu'ils ont commencé les travaux, les architectes égyptiens n'ont pas réalisé tout de suite que le sol ne supporterait pas le poids d'un tel monument. Ils ne s'en sont aperçus qu'à mi-chemin, lorsque des fissures ainsi que toutes sortes de problèmes de structure sont apparus. Il aura fallu modifier la courbe et la rendre moins pentue, de sorte que l'on puisse alléger d'urgence la masse de l'édifice. À l'intérieur, Snéfrou fait placer sur le mur d'une chambre ce relief de calcaire le représentant vêtu de la tenue du renouveau ou faite du Hepsède.
La double couronne confirme que l'on se trouve en présence du souverain des Hautes et Basses Égyptes. À l'extérieur, il supervise la construction d'une nécropole complexe dont subsiste encore une partie. Les pharaons gardaient un œil très attentif sur leurs monuments, en particulier funéraires comme les pyramides et les temples mortuaires. Ils se déplaçaient sans doute très souvent sur les chantiers pour contrôler l'avancement des travaux. Et peu importe en définitive la puissance du pharaon au cours de son règne, sa prospérité éternelle dépendait entièrement de la qualité de sa tombe. À titre personnel, ces chantiers constituaient donc l'un des événements majeurs de leur règne. Et malheur à l'architecte en chef si le projet tournait mal, ce qui arrivait quelquefois. Tel est le destin de la pyramide courbée de Snéfrou. Ces salles resteront à jamais vides. Ces architectes ne seront pas pour autant punis. À presque 2 km au nord, ils réalisent un véritable chef-d'œuvre, l'édifice le plus saisissant qu'il soit donné de voir à Dachour, la pyramide rouge. Culminant à 105 mètres, c'est la toute première pyramide régulière construite au monde. Elle tient son nom de la roche à partir de laquelle on l'a bâtie. Riche en oxyde de fer, la pierre prend en effet une tournure rougeâtre sous le soleil du désert. La réalisation par Snéfrou de cette pyramide rouge suit de peu l'émergence de Ra, dieu solaire, comme divinité dominante du pays. Elle matérialise par la pierre le passage du soleil. Ces arêtes reproduisent en effet l'inclinaison des rayons frappant la terre à travers les éclaircies du ciel. Elle est aussi une manière de dire la place divine qu'occupe le pharaon dans la société égyptienne. Le roi se situait au sommet de la pyramide, c'est le pharaon. Il rayonnait d'abord vers sa famille immédiate, qui occupait symboliquement les couches supérieures, puis, progressivement, vers la base la plus large de l'édifice. Ceci nous éclaire sur l'unité du royaume et sur le degré d'implication qui y régnait. Les gens étaient heureux de répondre à l'appel du pharaon et de s'investir dans la construction d'un monument dédié à sa conversion en Dieu après sa mort. C'était pour eux en retour l'assurance de leur bien-être sur terre. L'ironie du sort veut que la pointe ou chapeau de la pyramide rouge, symbolisant donc Snéfrou, soit tombée au sol où elle est restée depuis. Rahotep, grand prêtre de Snéfrou, et Nofret, sa femme, reposent dans une mastaba au sud de la pyramide. Des statues de calcaire peint les représentent. Les Égyptiens pensent que le réalisme de leur sculpture aidera les esprits à reconnaître leur demeure depuis l'au-delà. Les traits caractéristiques de ces œuvres nous offrent un regard tout à fait exceptionnel sur l'apparence physique de ces Égyptiens anciens. De manière anecdotique, les premiers explorateurs sont tellement saisis par la véracité de leurs yeux de verre qu'ils en laissent tomber leurs outils et s'enfuient. Leurs regards sont comme figés vers l'éternité. La solennité de leurs expressions est censée montrer leur confiance dans l'immortalité de par la relation directe qui les lie au pharaon. La femme, Nofret, a le statut de princesse. Rahotep, en plus de son titre de grand prêtre, se voit décrit par sa statue comme fils du roi de son État. Une inscription qui a conduit certains spécialistes à s'avancer sur le lien fort possible de filiation avec le pharaon Snéfrou. Snéfrou lui-même se destine à reposer au sein de son chef-d'œuvre, sa pyramide rouge. À l'intérieur, un magnifique couloir s'ouvre sur une chambre funéraire dont le plafond, à près de 14 mètres de hauteur, repose sur des poutres de bois. Pillée depuis bien longtemps, cette chambre renfermait, outre le corps de son royal occupant, d'inimaginables richesses. On pense à l'époque que le pharaon suit, à travers le puits de lumière, l'alternance des jours et des nuits. Mais depuis leur tombe de pierre,
Les cadavres se décomposent rapidement sous l'effet de la moisissure. Les Égyptiens anciens réalisent ainsi qu'ils ne font que détruire ce qu'ils espéraient préserver, et à la mort de Snéfrou, préfèrent considérer qu'il est devenu autre chose. Surgis des sables tels d'énormes monstres dominant un paysage désertique, les pyramides de Gizeh figurent parmi les monuments les plus imposants de toute l'histoire de l'humanité. En même temps qu'elles reflètent les aspirations de leurs trois commanditaires, elles demeurent les témoignages remarquables d'une période de l'Égypte antique où l'expérience sacrée des bâtisseurs de pyramides est à son apogée. C'est sous la 4e dynastie que les pharaons entreprennent les projets de construction les plus ambitieux qui aient été. Khéops, qui a succédé à son père Snéfrou en 2551 avant Jésus-Christ, ouvre la marche. Après la pyramide courbée et la pyramide rouge de Dachour, lui s'attelle à plus colossal encore sur le plateau de Gizeh. Khéops, bâtisseur de la Grande Pyramide, a la particularité d'avoir hérité d'un royaume à la fois puissant, centralisé et très stable. Et bien que cette Grande Pyramide nous impressionne, il ne faut pas oublier que son père avait l'expérience de 2 pyramides, qui d'ailleurs, si on les réunissait, dépasseraient de loin la taille de la Grande Pyramide. Khéops ne fait donc que perpétuer une tradition qui existait déjà avant lui. Avec ses 146 mètres de haut, la pyramide de Khéops dépasse la statue américaine de la Liberté, la cathédrale Saint-Pierre de Rome ou même une fusée Apollo sur sa rampe de lancement. Elle reste en fait la plus grande structure jamais élevée jusqu'à ce que la tour Eiffel ne lui dame le pion à partir de 1889. Le but étant simplement qu'on puisse la voir de partout. Le fait qu'il ait choisi un plateau est très important. Qui plus est, un plateau situé sur un relief déjà élevé. On apercevait son monument depuis tout le nord du pays. Des 4 points de la capitale, on pouvait aussi suivre l'avancée des travaux. On édifie cette grande pyramide à partir de blocs de pierre pesant chacun en moyenne 2 tonnes 2. Plus de 2 300 000 de ces blocs viennent ainsi s'imbriquer dans un ordre si parfait qu'il est difficile de ne pas penser un seul instant à un projet d'ordre divin. À l'intérieur, proche du sommet, une salle de granit rouge appelée Grande Galerie sert de dernière demeure au pharaon. Tout au bout de cette pièce se trouve le sarcophage de granit rouge du pharaon Khéops. Le terme de sarcophage nous vient des mots grecs sark, la chair, et phage, manger. Ces cercueils de pierre sont, en d'autres termes, perçus comme des boîtes à manger la chair. Comment les Égyptiens sont-ils parvenus à extraire, tailler et déplacer une telle quantité de pierre vers le plateau de Gizeh? Depuis des siècles, la question continue de défier les spécialistes. Il n'y a à cette époque ni bête de somme, ni de roues suffisamment solides pour tracter et soulever autant de poids. Aussi, grâce à cette réalisation, Khéops devient-il symbole de puissance absolue. Hérodote, historien grec du 5e siècle, fait la chronique de l'extrême cruauté du pharaon. Khéops les a poussés aux confins de la misère. Mais avant cela, il a pris soin de les extirper des temples pour éviter qu'ils ne s'y sacrifient. Puis il a ordonné à tous les Égyptiens de travailler à son projet. Certains étaient chargés de pousser les blocs de pierre depuis leur carrière des montagnes arabes jusqu'au Nil. Le peuple travaillait par immenses groupes de 100 000 personnes et par période de 3 mois. Il a fallu 20 ans pour bâtir la pyramide. La malfaisance de Khéops
était telle que lorsqu'il avait besoin d'argent, il envoyait sa propre fille se prostituer dans une maison close. Les spécialistes actuels restent cependant sceptiques sur la réelle barbarie du roi Khéops. L'idée selon laquelle Khéops était un souverain inhumain semble trouver son origine dans un texte daté d'une période bien plus tardive, et dans lequel on le décrit en réalité plus comme un souverain qui s'ennuie ou d'un tempérament indifférent que comme quelqu'un de véritablement cruel. Les historiens grecs ont repris plus tard cette idée, pour nous en parler cette fois d'un tyran, mais nous n'avons en vérité aucune preuve. On dispose en effet de très peu d'écrits sur le commanditaire de la Grande Pyramide. Mis à part un buste de granit censé le représenter, seule une statuette d'ivoire à son effigie a traversé les millénaires jusqu'à nous. Proche de sa pyramide, à Gizeh, un champ de sépulture récemment mis à jour laisse à penser que les restes exhumés sont ceux des ouvriers dont le travail éreintant a permis l'édification de la Grande Pyramide. Ces travailleurs eussent-ils été à proprement parler des esclaves, Khéops ne leur aurait certainement pas fait l'honneur de les enterrer si près de lui. On sait en revanche qu'au début de la 4e dynastie, non seulement la construction des pyramides est parvenue à un niveau technique très élevé, mais aussi que la pratique de l'embaumement a évolué vers un art mystique et ésotérique consistant à métamorphoser les cadavres en momies. Initiée à peu de choses près sous le règne de Snéfrou, la technique de la momification devient une étape essentielle dans la religion égyptienne. Il s'agit en effet de faire passer le pharaon défunt de son état de souverain terrestre à celui de roi céleste. On pense alors qu'en parvenant à conserver le corps du pharaon, on garde son esprit intact pour l'éternité. Un minutieux rituel d'embaumement vise à préserver le cadavre de sa décomposition ainsi qu'à lui rendre ses facultés afin qu'il puisse profiter de l'aménagement de sa tombe. Cette momification nous offre la possibilité, quelques 4000 ans plus tard, de découvrir les visages de ces pharaons et d'autres de leurs contemporains. Elle reste avant tout l'occasion de mesurer le caractère terrestre d'humain proclamé mi-roi, mi-dieu. Les analyses effectuées sur ces momies nous révèlent que les pharaons souffraient de calculs biliaires, de tuberculose, de polio, d'appendicite, de hernie, de pieds-bots et de choléra. Tout près de la pyramide de Khéops ont été découverts des puits remplis de mystérieux morceaux de bois de cèdre du Liban. En parvenant à rassembler les fragments, les archéologues découvrent un bateau de 43 mètres de long ayant probablement appartenu au successeur de Khéops en 2528 avant Jésus-Christ. Celui-ci n'est autre que son fils, Djedefré, dont le nom signifiant « rayon de lumière persistant » renvoie encore au fameux dieu solaire. Premier pharaon à adopter ouvertement cette référence, Djedefré présidera lui-même aux funérailles de son père à Gizeh. Le pharaon Djedefré gouverne 10 ans avant que son frère Képhren ne lui succède en 2520 avant Jésus-Christ. Képhren, dont la signification littérale d'apparition semblable à celle de Ra affirme davantage encore la référence au dieu solaire, débute immédiatement la construction d'une seconde pyramide sur le plateau de Gizeh. Tout laisse penser que les travaux de celle-ci, érigés à sa propre gloire et à l'ombre du monument de son père, se sont étalés sur les 30 années de son règne. Il semble que sous le règne de Képhren, les Égyptiens aient été également très prospères. Pourtant, certains ont avancé que le début de l'épuisement des ressources ainsi que la concentration de la population investie dans ces grands travaux était telle que la pauvreté a commencé à s'installer à peu près à cette époque en Égypte. L'accession de Képhren au pouvoir marque certainement un tournant dans l'histoire de la 4e dynastie débutée quelques 600 ans plus tôt. Le pharaon participe à l'enrichissement de la culture égyptienne
en faisant bâtir un temple mortuaire au style raffiné, orné d'une splendide statue de lui-même, grandeur nature, et que protège le dieu faucon, Horus. Mais le symbole le plus éminent du règne de Képhren reste sans doute le majestueux grand sphinx qui se dresse à l'est du plateau de Gizeh, à l'ombre de sa pyramide. Les Égyptiens vouent une véritable vénération à cet animal mystique, gardien des lieux sacrés. Il y a ainsi plus de 4500 ans, les ouvriers de Képhren sculptent un énorme lion de pierre auquel ils donnent le visage de leur roi. C'est le plus ancien portrait royal de cette taille que l'on connaisse. Pourvu d'oreilles de plus de 3,50 m de haut, Dieu atteignant presque 2 mètres, d'un corps de 73 mètres, les 3/4 d'un terrain de football, et d'une tête culminant à plus de 20 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages, le Sphinx, qui signifie étrangleur, tient son nom des Grecs qui l'ont ainsi baptisé après être tombés à l'improviste sur cette fabuleuse créature de pierre. On est là dans une zone de carrière, et il est probable que le sphinx ait été sculpté à partir du soubassement laissé par l'extraction de la pierre destinée à la construction de la pyramide. Les spécialistes nous apprennent que le grand sphinx a plus vraisemblablement été sculpté à partir de l'excédent de pierre extraite pour la pyramide de Képhren. Sa raison d'être demeure cependant inconnue. Seul, dans le silence du désert, accroupi face à son complexe de pyramides, le sphinx et son long regard de pierre nous défient en permanence sans jamais nous apporter de réponse claire. Pour tout indice, il nous reste ce visage érodé, usé par les intempéries et la marque du temps, fixant par-delà la plaine le soleil couchant. L'histoire, à son tour, nous dira qu'un jour ce même soleil s'est couché une toute dernière fois sur la fantastique dynastie des pharaons de Gizeh. À l'extrême opposé de la capitale moderne du Caire, le plateau de Gizeh. Son vaste ensemble funéraire inclut les pyramides de Snéfrou et de son fils Képhren. Monuments colossaux à la gloire de leur bâtisseur, ils marquent également la fin d'une apogée de l'Égypte ancienne. Après 2 siècles au cours desquels on s'est attaché à construire des pyramides de plus en plus imposantes, le dernier pharaon à laisser sa trace architecturale à Gizeh achève un monument dont la taille fait à peine le tiers de celle de ses voisins. Une seule et même question continue de tarauder les spécialistes. Pourquoi ? L'an 2532 avant Jésus-Christ voit l'avènement du pharaon Mykérinos. Dans sa lignée, il figure comme 5e descendant de la 4e dynastie. Fils du pharaon Képhren, il est probable que Mykérinos ait hérité d'un royaume dont les projets architecturaux se sont heurtés aux limites de l'autorité royale. Tout laisse penser que l'on ait en effet commencé à pointer du doigt le coût pharaonique de l'entretien des centaines de milliers d'ouvriers enrôlés dans les travaux des grandes pyramides de Gizeh. L'écrivain du 5e siècle, Hérodote, écrit d'ailleurs que l'Égypte aurait traversé une période de 106 ans d'extrême misère, due à la fermeture des temples par Snéfrou et Képhren, afin de forcer les fidèles au labeur. Allant à l'encontre de ses pairs, Mykérinos aurait rouvert ses temples de sorte que le peuple puisse à nouveau rendre librement son culte. On pense que les portraits de pierre que le pharaon a fait sculpter à sa gloire symbolisent en retour sa bonté. Il pose ici aux côtés de la préférée de ses 3 femmes, Khémérénepti. Dans une démonstration d'affection plutôt inhabituelle, elle l'étreint d'une main pendant que l'autre repose paisiblement sur son bras. La légende veut que l'autorité bienveillante de Mykérinos ait été perçue par les dieux comme un affront.
Ceux-ci auraient condamné l'Égypte à 150 ans d'oppression, une sanction dont seuls ses deux prédécesseurs auraient été avertis. C'était un bon roi, ce qui a contrarié les dieux car il allait à l'opposé de leur prophétie. Pour se venger, ils ont donc décidé de ne lui accorder que 6 ans de vie, avant un retour aux troubles des règnes précédents. Mais évidemment, ça n'a pas du tout convenu à Mykérinos, qui s'est efforcé de continuer à contredire les dieux. La légende nous raconte qu'il aurait fait apporter des bougies et les aurait fait allumer en permanence, de sorte qu'ils puissent rester éveillés nuit et jour. Ainsi, Mykérinos calcule-t-il qu'il peut s'offrir le luxe de régner 2 fois plus longtemps et remplir 12 ans au lieu de 6 son rôle de brave pharaon d'Égypte. À la faveur de ces bougies, il demeurera en réalité pas moins de 28 ans sur le trône, jusqu'en 2505 avant Jésus-Christ. Son règne ne le voit pourtant construire qu'une pyramide relativement modeste. Les spécialistes en cherchent toujours la raison. Est-ce la conjoncture économique ou bien a-t-on carrément remis en question la puissance du pharaon? La pyramide de Mykérinos est la plus petite des 3 de Gizeh. Il est très difficile de savoir véritablement pourquoi. Son règne n'a certes pas été très long, mais l'on connaît des cas de pharaons qui ont fait bâtir d'imposants monuments bien qu'ils soient restés peu de temps au pouvoir. Il faut se garder de chercher là une explication spectaculaire, comme une quelconque faiblesse du pharaon, et rester plutôt sur l'intuition qu'à cette époque, la valeur d'un monument égyptien n'est plus forcément proportionnelle à sa taille. D'autres historiens avancent l'hypothèse que la taille de l'édifice aurait été dictée par le choix des matériaux de construction. On ne sait pas pourquoi la pyramide de Mykérinos est la plus petite des 3 de Gizeh. On a peut-être voulu y incorporer une pierre plus difficile à façonner. Il a certainement été question d'enchâsser la base dans du granit, un matériau effectivement plus dur à travailler que le calcaire, qui était jusque-là communément utilisé. De la même manière, on ne sait pas non plus pourquoi celle de Snéfrou est la plus grande, ni pourquoi celle de Képhren est de cette taille et pas d'une autre. On sait par contre que le règne du pharaon Mykérinos voit s'achever la 4e dynastie. C'est le début d'une ère de bouleversement et l'avènement d'une nouvelle lignée de pharaons. Ainsi, en 2498 avant Jésus-Christ, débute en Égypte ancienne, sous le pharaon Ouserkaf, la 5e dynastie. Ouserkaf, dont le nom signifie « celui dont l'âme est profonde », n'est autre que le petit-fils du pharaon Snéfrou. Il s'est offert son titre en épousant la fille de Mykérinos. S'il ne reste que peu de temps sur le trône, il montre néanmoins qu'il refuse de suivre la tradition funéraire de ses prédécesseurs, en préférant au plateau de Gizeh le lieu de Saqqara comme emplacement de sa pyramide. Le monument, qui a très mal résisté à l'épreuve du temps, se tient presque dans l'ombre de la pyramide à degrés de Djoser. Ouserkaf est aussi l'initiateur d'un culte religieux à la seule gloire du soleil. Bien que le temple construit à cet effet ait disparu depuis longtemps, les spécialistes sont parvenus à en reconstituer une description grâce à l'héritage des temples solaires qui l'ont suivi. À l'image de celui d'Ouserkaf, les temples du soleil consistaient en un obélisque, emblématique du soleil, dressé sur une base de pierre et faisant face à une large cour abritant un autel ou un lieu d'offrande. Tout porte à croire qu'on faisait à cet endroit des offrandes au soleil. Ces mêmes temples semblaient aussi être en lien étroit avec l'association du roi avec le dieu solaire, puisque dans leur vie après la mort, les rois se voyaient investis de ce statut divin. La 5e dynastie durera 150 ans et s'achèvera sous le règne du pharaon Ounas. Sur l'élan de ses pères, c'est également à Saqqara qu'il fait ériger sa pyramide.
bien qu'elle soit extérieurement en très mauvais état, son intérieur renferme toujours les premiers textes découverts sur les murs de pyramides. Ces hiéroglyphes représentent une série de formules destinées à aider le pharaon dans son passage vers l'au-delà. Les scribes de l'Antiquité ont à leur tour recopié sur papyrus ces instructions gravées dans la pierre. Illustrée avec un sens pointu du détail, cette compilation d'écrits forme ce que l'on appelle le livre égyptien des morts. Pendant 2000 ans, les Égyptiens liront et réciteront ce véritable guide de la vie après la mort, qui constitue à ce jour l'un des chefs-d'œuvre les plus précieux de toute la culture d'ancienne Égypte. El Unas, dont l'existence est éternelle, ton essence est aux cieux, ton corps est sur terre. Ton cœur, Unas, repose parmi ceux qui, sur cette terre, continueront aussi à vivre à jamais. Avec la mort du pharaon Ounas en 2345 avant Jésus-Christ, s'achève la 5e dynastie. Le pharaon Pépi inaugure la 6e. Une statuette d'albâtre de Pépi le montre accompagné du dieu faucon Horus. Curieusement, cependant, l'oiseau se tient à distance derrière le trône, comme si tout à coup ce dieu d'une importance capitale se désintéressait du pharaon. Les écrits sur Pépi nous enseignent que sous son règne, la classe dominante gagne en influence en même temps qu'elle s'enrichit. Que son pouvoir absolu, dicté depuis la ville de Memphis, perd en crédibilité et que son royaume court au désastre. Cette statue de bronze de Pépi Ier le montre au crépuscule de son pouvoir d'un demi-siècle. Après son décès en 2283 avant Jésus-Christ, c'est son fils Pépi II qui lui succède alors qu'il n'a que 6 ans. Le nouveau pharaon a hérité du nom de son père. À 6 ans, Pépi II devient le souverain de toute l'Égypte. Mais que doit attendre d'un enfant de 6 ans un pays en pleine croissance? On a comme ça quelques exemples de pharaons ayant accédé très jeune au trône. Finalement, un enfant de 6 ans ne pouvait que suivre ce qu'on lui ordonnait de faire. Vous pouvez être sûr que même si l'on percevait sa nature comme divine, et s'il détenait en théorie le pouvoir politique suprême, juste derrière lui, il y avait une assemblée de conseillers qui s'occupaient de gérer le royaume jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de prendre le relais en tant que véritable pharaon. Le jeune garçon ne reste pas cependant sans exercer une quelconque influence. Au cours d'une expédition de négoce menée vers Aswan, on rapporte au jeune roi, alors âgé de 8 ans, qu'on a capturé un danseur pygmée pour le ramener en Égypte. Amenez-le-moi tout de suite à la cour. Rapportez-moi ce nain sain et sauf, afin qu'il réjouisse et réchauffe le cœur du roi des hautes et basses Égyptes. Quand vous le mettrez à bord de votre bateau, soyez certain de n'avoir engagé que le meilleur personnel qui soit. Il devra veiller sur lui et s'assurer qu'il ne tombe pas à l'eau. Si vous revenez jusqu'à la cour avec ce nain sain et sauf, ma majesté vous rendra les meilleurs honneurs qui soient. Quand bien même un pharaon n'était encore qu'un enfant, il avait droit à la plus grande déférence. On prenait acte du moindre de ses désirs en s'efforçant de le combler, puisque cet enfant incarnait déjà, et par essence, l'aspect divin du pharaon. Par conséquent, même si l'on gardait une emprise très ferme sur les décisions politiques, ses désirs s'interprétaient comme une manifestation du caractère divin de son autorité, ce qui nécessitait de rester très indulgent à son égard. Mais sous le règne de l'enfant Pépi II,
l'autorité du pharaon finit à la fin de la 6e dynastie par se désintégrer. Toute une succession d'administrateurs autoproclamés indépendants met en place peu à peu une sorte de régime féodal. Les nobles sont devenus misérables alors que les pauvres profitent des plaisirs de la vie. L'or, l'argent et le turquoise étincellent au cou des femmes esclaves alors que les dames traversent les rues vêtues de loques. Quiconque marchait autrefois sans même une paire de sandales trône à présent sur une quantité de trésors. Le pouvoir se décentre de Memphis. À force de faire des cadeaux à ses nobles, le roi finit par épuiser ses trésors. À la mort de Pépi II en 2180 avant Jésus-Christ, le royaume d'Égypte se disloque. Pendant plus de 1000 ans, la civilisation égyptienne s'est épanouie à l'ombre des falaises de la vallée du Nil, adossée au désert. Jusqu'en 2180 avant Jésus-Christ, les Égyptiens se sont illustrés par de magnifiques réalisations dans les domaines de l'art, de la science et de la technologie. En architecture, les premières mastabas plates bâties à partir de boue séchée ont cédé la place à d'imposantes pyramides de pierre. Parti de simples reliefs muraux, l'art de l'écriture s'est élevé vers la littérature infiniment riche des textes des pyramides. Ces critères de l'ancien royaume d'Égypte déterminent précisément la base sur laquelle on continuera d'appréhender les réalisations ultérieures de cette magnifique civilisation. Les historiens suggèrent que les Égyptiens, dans ce double contexte de splendeur naturelle et de merveilles issues de leur intelligence, seraient devenus un peuple orgueilleux et suffisant. Amorcé sous le règne du très jeune pharaon Pépi II, l'effondrement du pays se poursuit jusqu'en 2184 avant Jésus-Christ. S'ensuit une période de transition qui dure 40 ans et s'étale sur 4 dynasties. On cherche toujours les véritables explications de ce déclin. Mais, hormis la trace d'un poème partiellement préservé sur papyrus, les écrits anciens restent mystérieusement muets. Voyez comment des choses qui n'arrivaient pas auparavant arrivent à présent. Ce sont les mendiants qui adorent le roi. Regardez ce qu'est devenu celui qu'on avait enterré comme le faucon suprême. Sa pyramide s'est vidée de ses trésors. Voyez comment quelques personnes, au mépris des traditions, ont dépossédé cette terre de sa royauté. Des documents retrouvés dans la région d'Hérakliopolis révèlent qu'après avoir à nouveau divisé le pays en 2 régions distinctes, une série de rois éphémères se succèdent à la tête de la Basse-Égypte. C'est désormais depuis la ville nouvelle de Thèbes que l'on régit la Haute-Égypte. Les anciens décrivent cette période d'instabilité comme une ère ayant vu défiler 70 rois en 70 jours. Un chaos qui en vérité ne durera pas moins de 200 ans. Des cendres de l'ancien royaume et du marasme ambiant, le roi Montuhotep est le pharaon surgissant comme le nouvel unificateur de l'Égypte. Lui-même se présente comme l'artisan de cette unité. Il consacre la première partie de son règne à orchestrer les campagnes militaires visant à réprimer toute tentative de révolte contre son autorité. Montuhotep Ier fait véritablement partie de ces chefs d'Égypte très dynamiques. C'est l'un des plus grands pharaons qui existait parce qu'il est arrivé à une époque où l'Égypte était déchirée, où elle avait politiquement éclaté. Il est parvenu, sous son règne, à réunifier le pays et à dresser les plans d'une réorganisation très pointue, ainsi que d'une nouvelle centralisation du pouvoir qui ont rendu sa toute-puissance à la royauté. Le pharaon Montuhotep dirige le pays depuis Thèbes, devenue capitale. Thèbes, qui sera plus tard célèbre pour ses sanctuaires de Luxor et de Karnak.
Sous son règne, Thèbes est déjà une ville immense et puissante. Les anciens en parlent comme de la ville aux 1000 portes. Du point de vue architectural, elle incarne la stabilité et la prospérité retrouvées. Mais à l'inverse de ses prédécesseurs, Montuhotep ne jouit plus du statut de demi-dieu. Afin de redorer son image, il se fait bâtir un nouveau style de temple funéraire avec pour toile de fond les impressionnantes falaises de Der el-Bahri. Creusée à même la roche, la nécropole, mélange de mastabas traditionnels et d'imposantes pyramides, confirme le retour en force d'un souverain mi-dieu, mi-homme. On retrouvera sous le temple une statue de pierre d'un Montuhotep plus grand que nature. Le pharaon est représenté assis et paré de sa robe de cérémonie du renouveau, le Hebsed. Près de cette œuvre repose un relief montrant sa reine, Kawit, se faisant coiffer par une servante. Parmi les artefacts que nous livre la tombe, figure d'autre part cette peinture de la princesse Ashite, se relaxant et humant le parfum d'une fleur de lotus. Autant de scènes, en somme, soulignant une paix et une stabilité retrouvées. Un équilibre qui perdure tout au long du règne de ce pharaon, considéré comme l'instigateur d'une toute nouvelle conception de l'autorité. Ce personnage, à l'expression maussade et soucieuse, n'est autre que Sésostris III, le pharaon qui accède au trône en 1878 avant Jésus-Christ. On connaît bien Sésostris III parce que le passé nous a légué de nombreuses statues de lui. Toutes sont assez saisissantes et nous montrent un roi qui s'efforce de prendre son rôle très au sérieux. Il se présente comme un souverain avisé, très prudent, qui veut absolument défendre le caractère tout-puissant de la royauté. Son nom signifie d'ailleurs « homme de pouvoir ». Mais à la différence de ses aïeuls que l'on s'attachait à dépeindre comme des dieux, il s'agit dans les statues de Sésostris III de montrer l'homme plus vrai que nature. Ses paupières lourdes, son visage creusé de rides, ses lèvres pincées annoncent la nature austère et cérébrale que l'on s'attend à rencontrer chez un grand chef militaire. Sésostris III est resté comme le symbole d'un grand chef d'armée. On le voit d'ailleurs à travers ses campagnes en Nubie, où il a essayé d'étendre la puissance de l'Égypte en même temps qu'il en défendait les frontières. C'est également sous son règne qu'il développe des citadelles construites à partir de briques de terre, après que les Égyptiens aient bâti les premiers modèles à la frontière sud de la Nubie, aujourd'hui nord du Soudan. Certaines de ces forteresses ont d'ailleurs un rôle plus commercial que militaire. Elles servent notamment de lieu de transit aux matériaux de construction qui lui permettent de bâtir tout au long de son avancée expansionniste. La région de Haute-Nubie était à l'époque le haut lieu d'une culture très puissante, appelée la culture Kerma. Sésostris III a cherché à faire barrage, en particulier grâce à ses citadelles, à une culture dont il ne voulait pas pour son pays. Un relief témoigne de la campagne menée par le pharaon. J'ai marqué moi aussi ma frontière, mais je suis allé plus au sud encore que mes ancêtres. J'ai fait fructifier ce qui m'a été légué. J'ai capturé leurs femmes et arrêté les hommes qui allaient au puits et menaient le bétail. J'ai fauché leur blé, puis brûlé leurs terres sur mon passage. La plupart de cette richesse accaparée au cours de ses campagnes en Nubie lui sert à ériger de nouveaux temples en Égypte. Il fait bâtir dans la capitale de Thèbes un temple, aujourd'hui disparu, dédié au dieu Montu, dieu de la guerre sous l'Égypte antique.
Mais cette confiance dans les dieux de la guerre est passagère. En l'espace de 200 ans, le fier peuple égyptien va subir nombre d'invasions et basculer à nouveau dans le chaos. S'il est vrai qu'aucun monument ni représentation picturale ne célèbre leur règne, des écrits anciens nous révèlent qu'en 1663 avant Jésus-Christ, des pharaons d'origine sémite, les Hyksos, prennent le contrôle de l'Égypte. On ne sait pas exactement par quels moyens les Hyksos ont pris le pouvoir en Égypte. Peut-être est-ce en partie en s'infiltrant discrètement par le delta du Nil, à moins qu'il y ait eu une véritable invasion organisée. S'il s'agit bien d'une invasion, les Hyksos se seraient alors mis à conquérir le pays armés d'un nouvel outil, l'arc. Ils auraient également introduit en Égypte le cheval et le char. Les anciens nomment ces véhicules tractés par des chevaux les bateaux naviguant sur les sables du désert. Il y a lieu de penser que les Hyksos aient cherché à piller Memphis, capitale culturelle et politique de l'Égypte. Leur mainmise sur le pays voit l'avènement de la 16e dynastie qui durera 108 ans. Ils n'ont pas du tout apprécié cette hégémonie étrangère. Elle les a marqués très profondément, au point qu'après être parvenus à bouter les Hyksos hors de leurs frontières, les Égyptiens ont continué à vivre dans ce que j'appelle le syndrome du « plus jamais ça ». Il n'était pas question que ça recommence un jour. Une fois les rois étrangers expulsés, les Égyptiens choisissent de s'en tenir à leurs frontières et assistent à l'émergence d'un nouveau royaume depuis l'ancienne ville de Thèbes. Les pharaons emblématiques de ce nouveau royaume se projettent plus que jamais comme des êtres de nature divine. Leurs immenses temples et monuments ont marqué l'Égypte d'une empreinte qui persiste depuis 3 millénaires. Cette 18e dynastie, ou lignée de pharaons, débute en 1570 avant Jésus-Christ avec le roi Ahmosis. Une mosaïque contemporaine à son règne le montre prenant son bain rituel de purification. On prête au pharaon Ahmosis d'avoir fermé les frontières avec la Syrie et la Nubie afin d'empêcher de nouvelles invasions. La représentation de sa hache de guerre en or, un accessoire de cérémonie, le confirme comme chef militaire suprême dans une scène où on le voit frappant l'ennemi. Bien que sa tombe ait été pillée des trésors qu'elle renfermait, très probablement, sa momie est demeurée intacte. C'est pour nous l'occasion unique de contempler le visage de ce pharaon fondateur de la 18e dynastie. Le temps nous a également légué le corps momifié de son successeur, Thoutmôsis Ier, souverain d'Égypte dès 1535 avant Jésus-Christ. Bien que son règne n'ait duré que 6 ans, on le crédite d'une série de brillantes campagnes militaires lui ayant permis de repousser davantage les frontières d'Égypte sur les riches terres minières de Nubie. Lors de son passage par la nécropole d'Abydos, Thoutmôsis Ier laissera une inscription sur laquelle il relate lui-même ses hauts faits. J'ai repoussé les frontières de l'Égypte jusqu'à ce que le soleil les entoure. J'ai fait de l'Égypte la terre supérieure à toutes les autres. Le nom de Thoutmôsis signifie « né du dieu Thoth », en hommage à la divinité égyptienne de la lune et du savoir.
Avant sa mort, en 1518 avant Jésus-Christ, après donc 6 années de règne, Thoutmôsis Ier passe le flambeau à son fils, Thoutmôsis II. À cette époque, seules les familles royales égyptiennes encouragent le mariage entre frères et sœurs, de sorte que soit assurée une lignée consanguine permettant d'hériter du trône en toute confiance. C'est ainsi que Thoutmôsis II épouse sa propre demi-sœur, Hatshepsut, dont le nom désigne la plus éminente d'entre les femmes nobles. Tous deux gouvernent côte à côte pendant 14 ans. Mais le pharaon Thoutmôsis II n'est que l'ombre du Père Tout-Puissant dont il a hérité. Il règne sur une période peu mouvementée, et lorsqu'il meurt à l'âge de 30 ans, il laisse une famille royale en proie à un grave dilemme. Parmi ses seuls légataires potentiels figure en effet un jeune garçon qui n'a pas encore 12 ans. La mère de l'enfant est une femme du harem du nom d'Isis. On place malgré tout à la tête du royaume le jeune Thoutmôsis III. C'est cet enfant, qui se trouvait être bien entendu le neveu d'Hatshepsut, qui a bénéficié le premier du droit d'héritier du trône, puisqu'il était le descendant masculin immédiat du roi décédé. Mais comme il était justement bien trop jeune, Hatshepsut s'est installée avec lui comme co-régente, pour finalement exercer cette fonction pendant plus de 20 ans. En réalité, après 2 ans de co-régence, la reine Hatshepsut usurpe le pouvoir de son beau-fils et se fait couronner pharaon. En 1498 avant Jésus-Christ, elle devient ainsi souveraine d'Égypte, le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Niché dans les contreforts des falaises de Deir el-Bahri, près de Thèbes, se tient un remarquable chef-d'œuvre, le temple funéraire de la reine Hatshepsut. Elle-même surnommait ce site le jardin de mon père Amon, le plus puissant des dieux de Thèbes. C'était effectivement un jardin très raffiné, dont les rampes de l'entrée étaient bordées de nombreux arbres et arbustes verdoyants, un ornement végétal dont on sait qu'il s'étendait jusque sur les colonnades et le long du sanctuaire. Plus qu'un temple, ce lieu est pour Hatshepsut un instrument de propagande destiné à justifier sa montée sur le trône. La reine a fait peindre sur ses murs des scènes montrant son père défunt, Thoutmôsis Ier, lui conférant les pleins pouvoirs. La plupart des scènes que le temple funéraire d'Hatshepsut nous offre de contempler nous présentent sa souveraineté d'une façon très idéalisée. On sent que par ses peintures, elle s'efforce de revendiquer son droit au titre de reine. On peut donc dire que ce texte n'est pas en soi un document historique qui relate des faits réels, mais quelque chose en grande partie monté par elle pour essayer de renforcer ses pouvoirs. Des pouvoirs qu'Hatshepsut consolide davantage encore par la pratique du culte religieux et l'entremise des prêtres du temple d'Amon. L'autorité de ces prêtres est importante, puisqu'ils vénèrent précisément un dieu dont on pense qu'il donne toute leur force au pharaon. Et bien qu'il ait été interdit aux femmes de participer à ces cérémonies religieuses, Hatshepsut, en tant que pharaon, s'arroge le droit de pénétrer dans la maison de Dieu. À l'extérieur du temple, elle commandite la construction d'un impressionnant obélisque célébrant sa relation avec le dieu solaire. Si l'on ne dispose d'aucun document sur les capacités d'Hatshepsut à conduire une armée, elle se démarque en revanche par ses expéditions commerciales vers la terre de Punt, aujourd'hui la Somalie. Des gravures montrent sa flotte traversant la mer Rouge et ses hommes échangeant des pierres précieuses contre des arbustes de Boswellia destinés à fabriquer l'encens de la reine. Un homme du peuple du nom de Senmut gère les affaires de la reine pharaon Hatshepsut. Il semble qu'il l'ait assistée pendant la majeure partie de sa vie.
Des statues le représentent tenant délicatement la fille d'Hatshepsut, la princesse Néferura, ou bien s'occupant de son éducation. À l'époque, la rumeur va bon train sur la nature de la relation qui lie Senmut à sa reine. On prétend qu'il doit sa place à l'intimité qu'ils entretiennent. En aval du temple funéraire d'Hatshepsut, on a retrouvé enfouie profondément sous terre la tombe que Senmut avait fait construire pour lui-même. La proximité des deux sépultures laisse effectivement croire à une possible relation amoureuse. Hatshepsut décède en 1483 avant Jésus-Christ. Mais curieusement, tout document faisant état de cette mort semble avoir été détruit. Certains suggèrent que Thoutmôsis III, l'enfant dont elle avait usurpé le titre, aurait participé à sa disparition. On sait simplement que Thoutmôsis III la détestait au point de se venger bientôt sur tout ce qui la symbolise. L'enfant aura en effet patienté pas moins de 20 ans avant de pouvoir reprendre son titre. « 20 années passées dans l'ombre d'une tante autoproclamée reine et dont on s'est alors évertué à raconter qu'il l'adorait. » Après la mort de la reine Hatshepsut, Thoutmôsis III devient donc en 1504 avant Jésus-Christ le célèbre pharaon de la 18e dynastie égyptienne. Il est probable que Thoutmôsis III, pendant qu'on le maintenait à l'écart, ait suivi une formation militaire. À l'instar des autres nobles de son époque, il a appris à manier l'arc et les flèches, ainsi qu'à conduire un char à travers le désert. Aussi commence-t-il à faire preuve de ses prouesses militaires dès sa seconde année de règne. Les écrits de l'époque témoignent des 18 années au cours desquelles il livre bataille et mène toute une série de campagnes le long des côtes de Syrie. Une période qui le voit s'enrichir considérablement et poussera les historiens à le comparer à Napoléon. On le surnomme le Napoléon de l'Égypte parce que c'est l'un des personnages militaires les plus éminents de toute l'histoire de la royauté égyptienne. Il a mené une série impressionnante de campagnes militaires, bien plus que l'ont fait la plupart des pharaons des côtes est et ouest de la Méditerranée. Et il participait lui-même physiquement à beaucoup de batailles. Il consacre le butin rapporté de ses campagnes à embellir et agrandir de nombreux temples de son pays. Parmi les travaux les plus éblouissants qu'il réalise, ceux du temple de Karnak, bâti sur les ruines de Thèbes. À l'extrémité est du vaste ensemble religieux, il fait élever son temple du Hebsed, ou fête du renouveau. L'architecture de l'édifice est unique en son genre. On pense que ses colonnes, d'une forme pour le moins inhabituelle, évoquent les piquets de sa tente militaire. Quant aux autres murs et colonnes du site, ils illustrent les variétés de plantes et d'animaux rapportés de sa campagne en Syrie. Rekhmir, haut fonctionnaire ou vizir du pharaon, supervise l'ensemble du projet. Cette peinture murale le montre inspectant la fabrication des briques par les ouvriers du roi. Mais Thoutmôsis III a beau être un entrepreneur très productif, c'est aussi un destructeur acharné. Au cours des 20 ans qui suivent la disparition d'Hatshepsut, secondé par une armée de fidèles partisans, il s'attache à détruire systématiquement toute trace historique de son ancienne tutrice. Il n'a pas toléré l'usurpation de sa place sur le trône et il se venge autant qu'il le peut. Il fait abattre les statues de son temple. Certaines sont décapitées, d'autres fracassées au sol. On efface au burin son visage des reliefs muraux. On fait table rase du moindre document évoquant son règne.
Même les statues de son commandant en chef et compagnon Senmout n'échappent pas aux dégradations. Il s'agit ni plus ni moins d'un véritable auto-da-fé. En gommant ainsi l'image et le nom d'Hatshepsut, Thoutmôsis III pense s'affranchir de son souvenir en même temps qu'il espère anéantir toute chance de survie de son âme. Cette même 18e dynastie de pharaons s'aperçoit qu'elle n'a jamais véritablement profité de la splendeur de son grand sphinx de Gizeh, déjà vieux de 1000 ans. Le sable s'est accumulé et recouvre le monument. C'est un nouveau pharaon, Thoutmôsis IV, qui sous sa première année de règne, en 1419 avant Jésus-Christ, décide de désensabler le sphinx. Entre les pattes de la grande bête du désert, une imposante plaque de pierre gravée témoigne de l'événement. Vous voyez ici une reproduction de la plaque reposant au pied du grand sphinx. Le début du texte se trouve sur la partie supérieure droite. Il indique la date à laquelle on l'a gravé pendant son règne. On peut lire ensuite le récit d'une aventure tout à fait extraordinaire. Un jour, le roi s'en va chasser des autruches et des lions dans le désert qui s'étend derrière les pyramides. Pour marquer une pause, il décide de faire une petite sieste et s'étend au frais, à l'ombre de la tête du sphinx. Le roi rapporte qu'au cours de son somme à l'ombre du sphinx, ce dernier se serait mis à lui parler. « Regarde-moi, Thoutmôsis, mon fils. Je suis ton père jusqu'à l'horizon. J'ai un présent à t'offrir, l'autorité terrestre sur tout être vivant. Je t'offre toutes les terres sur lesquelles le soleil pose sa lumière. Je m'en remets tout entier à ta bienveillance. Les sables du lieu saint où je repose ont fini par me recouvrir. Mon corps me fait mal. Je suis exténué. » Et il a continué, « Si tu te soucies de mon apparence, alors rends-moi mon visage. Dégage-moi de tout ce qui me gêne, et je ferai de toi non seulement le roi de l'Égypte, mais l'un des plus grands souverains que l'Égypte ait connu. » Pendant 33 ans, Thoutmôsis IV règne sur une Égypte prospère et stable. Son initiative de débarrasser le sphinx du sable accumulé sur un millénaire semble être restée comme la plus grande de ses réalisations. S'ensuit un siècle d'opulence. L'Égypte se prélasse dans une abondance d'or et de richesses. Les Égyptiens anciens s'épanouissent en création artistique en même temps qu'ils se mettent à vénérer une kyrielle de dieux. Une période de paix et d'ostentation, mais à laquelle une crise vient subitement mettre un terme. Tout commence avec l'arrivée d'un personnage qui deviendra bientôt pharaon. Un homme dont on s'attache, curieusement, à fausser l'image. L'Égypte, désert infini, terre solitaire qu'une étroite bande de verdure et d'eau traverse dans un contraste saisissant. De ses rives surgissent les merveilles d'une civilisation qui prospérera pendant plus de 3000 ans. Une simple plaque de schiste exhumée des sables témoigne du tout premier des pharaons. Vieille de plus de 5000 ans, cette palette de Narmer nous entraîne sur les traces de l'Égypte antique bien avant que n'apparaisse le premier d'entre eux. L'Égypte antique, saga captivante d'une civilisation qui s'étend sur 18 dynasties ou lignées royales. Né sous le règne du pharaon Djoser, sous l'ancien empire d'Égypte, l'art des pyramides se transmet et se perfectionne pendant plus de 4 siècles avant de disparaître.
L'Égypte des premiers pharaons vénère tout un panthéon de dieux animaux en même temps qu'elle entretient une croyance complexe en la vie après la mort. Hatshepsut, première grande régente de l'histoire, fait édifier à Der el-Bahri l'un des sites religieux les plus grandioses de tous les temps, avant qu'on ne cherche après sa mort à effacer toute trace de ses réalisations. Puis c'est au tour des Hyksos, venus d'Asie, de conquérir l'Égypte avant de se voir repoussés par le fier peuple égyptien. Une lutte qui s'étend jusque sous la coupole du roi Ahmosis qui proclame, avec la 18e dynastie, le Nouvel Empire. L'Égypte. Désert infini, terre solitaire qu'une étroite bande de verdure et d'eau traverse dans un contraste saisissant. De ces rives surgissent les merveilles d'une civilisation qui prospérera pendant plus de 3000 ans. Une simple plaque de schiste exhumée des sables témoigne du tout premier des pharaons. Vieille de plus de 5000 ans, cette palette de Narmer nous entraîne sur les traces de l'Égypte antique bien avant que n'apparaisse le premier d'entre eux. L'Égypte antique, saga captivante d'une civilisation qui s'étend sur 18 dynasties ou lignées royales. Né sous le règne du pharaon Djoser, sous l'ancien empire d'Égypte, l'art des pyramides se transmet et se perfectionne pendant plus de 4 siècles avant de disparaître. L'Égypte des premiers pharaons vénère tout un panthéon de dieux animaux en même temps qu'elle entretient une croyance complexe en la vie après la mort. Hatshepsut, première grande régente de l'histoire, fait édifier à Der el-Bahri l'un des sites religieux les plus grandioses de tous les temps, avant qu'on ne cherche après sa mort à effacer toute trace de ses réalisations. Puis, c'est au tour des Hyksos venus d'Asie de conquérir l'Égypte, avant de se voir repoussés par le fier peuple égyptien. Une lutte qui s'étend jusque sous la coupole du roi Ahmosis, qui proclame, avec la 18e dynastie, le Nouvel Empire. En 1386 avant Jésus-Christ, la civilisation égyptienne fête déjà 2000 ans d'une histoire qui aura vu défiler quelques 86 pharaons. C'est à cette époque que le jeune et dynamique roi Amenhotep III, qui devient Amenophis III, monte sur le trône. Lorsque le pharaon Amenophis III arrive au pouvoir, l'Égypte est déjà un empire prospère et stable. Les richesses affluent en particulier vers la famille royale. L'image de ce pharaon est par conséquent étroitement liée à celle d'une Égypte culturellement et architecturalement très développée. Ces grands projets de construction se concentrent sur l'ancienne ville de Thèbes. Sa décoration du magnifique temple dédié au dieu Amon demeure l'un des sommets de l'art et de la technique de la civilisation égyptienne. Sa vaste cour et ses gracieuses colonnes en font un chef-d'œuvre d'esthétique et d'architecture. Sur la rive ouest du Nil trônent 2 imposantes statues figurant Amenophis III. Hauts de 18 mètres, ces 2 colosses de même nom sont les seuls vestiges du temple funéraire que le pharaon s'était fait construire ici. Tout près de lui, minuscule en proportion, se tient une représentation de la reine Tiye, sa femme et la mère de leur fils. L'Égypte
grâce à ses importantes expéditions commerciales conduites à l'étranger ainsi qu'à ses abondantes réserves d'or en provenance des mines de Nubie, vit à cette époque des jours riches et prospères. C'est une période à laquelle les Égyptiens trouvent le temps de se poser toutes sortes de questions d'ordre théologique qui vont les mener à une situation qu'ils qualifieront eux-mêmes de désastreuse. Le désastre en question survient en 1353 avant Jésus-Christ sous la forme d'un homme à l'apparence physique bizarre et en qui certains voient un hérétique. Alors qu'Amenophis III avait préparé son fils aîné à lui succéder, ce dernier décède. Son jeune frère Amenophis IV prend sa place. Son éducation exclusivement religieuse le démarque catégoriquement de la tradition politique bien ancrée des rois égyptiens, au point que les spécialistes s'interrogent toujours sur la nature profonde du personnage. Était-il simplement un fanatique ou au contraire un grand réformateur, un visionnaire ou plutôt un fou? Son mysticisme en tout cas le fait passer pour le plus insolite de tous les pharaons. Alors que sur plus de 17 siècles, les Égyptiens ont été habitués à vénérer plusieurs divinités différentes, Amenophis IV impose d'emblée un dieu unique et suprême, le dieu solaire Aton. Pour asseoir davantage encore sa réforme du culte, il se fait appeler Akhénaton, celui qui plaît au dieu Aton. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on exige d'un peuple qu'il s'en tienne à un seul dieu. Le bouleversement est tel que l'Égypte en est ébranlée jusqu'au plus profond de ses racines. Son règne marque l'une des grandes crises de l'histoire d'Égypte. C'est une période à laquelle on renverse les vieilles croyances, on déplace la capitale et l'on ferme les lieux de culte. Cela fut sans doute très dur à vivre pour la population. Le village de Karnak, élevé sur les ruines de Thèbes, demeure le plus vaste ensemble d'édifices religieux au monde. C'est là qu'on couronne Akhénaton pharaon en 1350 avant Jésus-Christ, au cours d'une cérémonie traditionnelle. Une tradition qui s'efface cependant au fur et à mesure que de grands bouleversements se profilent à l'horizon. Tout commence avec l'extension et l'embellissement du temple d'Amon à Karnak. En y installant en l'an 5 de son règne un disque solaire, symbole du nouveau dieu Aton, Akhénaton impose ce dernier comme le seul et unique dieu officiel de l'Empire. On l'a parfois qualifié de premier monothéiste de l'histoire, dans le sens où il a volontairement évincé la croyance dans d'autres dieux pour ne privilégier que l'adoration de son disque solaire. On retrouve cet anticonformisme dans le choix de sa reine, Néfertiti. Issue d'une famille non royale, elle n'en joue pas moins un rôle capital dans le règne de son époux. L'une des représentations sculptées les plus admirables jamais mises à jour en Égypte n'est autre que le buste de calcaire de cette reine légendaire. L'idée maîtresse de ces représentations était de montrer une femme extrêmement belle et séduisante. On ne sait pas en vérité si c'était le cas. Mais il s'agissait de la présenter d'abord comme l'incarnation suprême de la beauté, justifiant, comme pour toute autre reine, qu'elle soit la partenaire idéale du roi. Si l'on nous montre une Néfertiti idéalement belle, la nature a en revanche pourvu Akhénaton d'un physique tout aussi étrange que ses idées. Dès le début,
Beaucoup de ces effigies sèment la confusion parmi les archéologues. En effet, il apparaît souvent avec des hanches larges, un ventre et une poitrine proéminents, au point qu'on a parfois émis l'hypothèse d'une femme travestie en homme. Pourquoi pas? On peignait bien la reine Hatshepsut sous les traits d'un homme, y compris affublé de la barbe postiche réservée au roi, sans doute pour insister sur le symbole viril du pharaon. On a parfois attribué l'apparence physique d'Akhénaton au syndrome de Babinski-Froelich. Cette maladie de l'hypophyse s'illustre entre autres par une obésité typiquement féminine, en particulier du tronc et de la racine des membres. La stérilité figure parmi les autres effets secondaires de cette maladie. Or, nous savons que Néfertiti et Akhénaton ont eu plusieurs filles. Certains pensent même que Toutankhamon était leur fils. Il y a donc très peu de chances pour qu'il ait été atteint de ce mal. On n'a jamais retrouvé la momie d'Akhénaton. Aussi, ces suppositions se fondent-elles uniquement sur les représentations graphiques et sculptées du pharaon. D'autres spécialistes penchent plus volontiers pour une interprétation en rapport avec sa nouvelle religion, fondée sur le dieu solaire, Aton. Mon point de vue est qu'il incarne les caractéristiques physiques de cette divinité. Aton n'est pas juste le dieu solaire, c'est aussi le créateur. Or, dans la mythologie égyptienne, le créateur est à la fois masculin et féminin. La nouvelle religion d'Akhénaton est une véritable entorse à la tradition. Mais sa conviction est telle qu'il s'est mis en tête de défier et de supprimer les puissantes institutions religieuses représentant les croyances de pratiquement toute la population. Il commence par fermer les temples au dieu Amon et destitue Thèbes de son rôle de capitale. Sa religion justifie à elle seule une ville nouvelle qu'il compte bien faire bâtir. L'an 1344 avant Jésus-Christ marque l'aube d'une ère nouvelle. À 305 km en amont du Caire, dans une vaste anse de falaises dont un côté borde le Nil, surgit sous l'impulsion d'Akhénaton la nouvelle capitale de Tellal Amarna. Bien qu'elle ait été détruite il y a fort longtemps, les spécialistes nous la décrivent comme un exemple unique d'urbanisme, aux édifices somptueux entourés de larges bassins et de riches jardins. On pense même qu'elle aurait abrité un zoo. Le pharaon baptise sa nouvelle ville Akhetaton, qui signifie l'étendue sur laquelle rayonne le dieu solaire. Au centre de la ville s'élève le grand temple, dédié tout entier à l'adoration du dieu Aton. Avant sa réforme du culte, la population ordinaire pratiquait à l'extérieur des temples, dont les salles secrètes et obscures étaient réservées aux offices du roi, des prêtres et de l'élite. Akhénaton décide que dorénavant, le commun des mortels célébrera son dieu en sa compagnie, en plein air et sous les rayons vivifiants du soleil. Probablement 3 cérémonies ont lieu quotidiennement au grand temple. La première à l'aube, lorsque le soleil se lève sur les falaises à l'est de la ville. La seconde à midi, avec le soleil au zénith. Et enfin, à la tombée du jour, avec la déclamation par les fidèles d'un cantique au soleil, composé par Akhénaton lui-même. Ô toi qui par-dessus l'horizon montes si magnifiquement vers les cieux, ô Aton, qui vit et répand la vie dès que tu pointes ton visage depuis l'horizon est, qui inonde les terres de ta beauté tout entière.
On ne connaît pas le succès réel de cette conversion forcée des fidèles au dieu Aton. Il est possible que cette nouvelle religion n'ait été qu'un simple stratagème visant à renforcer la puissance du pharaon. En faisant table rase des autres dieux, Akhénaton savait en effet qu'il se hisserait lui-même davantage à l'image d'une divinité. Le roi a fait un grand ménage. Il a balayé toute la hiérarchie des prêtres et le fouillis encombrant de centaines de dieux différents. Il n'a laissé à leur place qu'un culte tout simple, et avec lui suffisamment d'espace pour s'imposer lui-même comme une divinité vivante. Cependant, Akhénaton n'endosse pas seul la fonction de guide spirituel. Sa femme Néfertiti l'assiste activement au quotidien. Néfertiti joue là un rôle capital. On ne sait pas si Akhénaton lui a confié une part de ses responsabilités ou bien si c'est elle qui se les a attribuées. Certains égyptologues ont d'ailleurs toujours considéré que c'est surtout Néfertiti qui tirait les ficelles de cette réforme religieuse. La reine Tiye, mère d'Akhénaton, est un autre personnage important. Elle a suivi le pharaon vers sa nouvelle capitale pour lui servir vraisemblablement de régente. Avec un fils aussi absorbé par la question du culte, il est en effet possible qu'elle se soit chargée des affaires de l'État. De curieuses tablettes d'argile envoyées au pharaon Akhénaton laissent à penser que ce fut le cas. Rédigées dans l'urgence depuis les avant-postes militaires de l'Empire égyptien en Syrie, elles font état de l'imminence de leur capitulation face aux attaques répétées de l'ennemi. Plus connues sous le nom de « lettres d'Amarna », elles implorent le pharaon de dépêcher du renfort contre la promesse d'une fidélité absolue. Là où le moindre pharaon aurait très certainement répondu par l'envoi de troupes, la probabilité veut que la reine Tiye ait tout simplement ignoré ces appels au secours. L'expression artistique picturale de l'époque subit elle aussi un bouleversement. Partout, le pharaon apparaît désormais sous la protection des rayons du soleil. Alors qu'on avait toujours représenté les pharaons sous des traits physiques parfaits, Akhénaton ordonne à ses artistes officiels de le dépeindre d'une manière aussi réaliste que possible. Ainsi, on ne montre plus un guerrier viril, mais un personnage féminin. Un père proche de ses enfants, un époux tendre avec sa reine. Autant de scènes beaucoup trop intimes et inimaginables à peine quelques années plus tôt. Akhénaton et Néfertiti gouvernent ensemble 12 ans. Curieusement, on perd toute trace de la reine au-delà de cette période. Après avoir agi pratiquement en co-régente d'Égypte, elle se volatilise mystérieusement, sans même qu'un document écrit ou pictural ne témoigne de son sort. Sa disparition fait encore débat aujourd'hui. Elle pourrait être morte en accouchant. On a également suggéré une quelconque imprudence ou indiscrétion de sa part, au point qu'Akhénaton ait éventuellement cherché à se débarrasser d'elle. À moins, tout simplement, qu'elle ne se soit laissée absorber tout entière par son culte du soleil. Il est en effet possible que, plus dévote encore que son époux, elle ait fini par se cloîtrer dans l'adoration exclusive du dieu Aton. Beaucoup plus simplement, elle est probablement morte. On sait en tout cas qu'elle a été enterrée dans la tombe royale d'Amarna, en dehors de la ville. Quoi qu'il en soit, Akhénaton ne demeure pas longtemps seul. Il nomme un nouveau co-régent du nom de Smenkhar, dont certains pensent qu'il s'agit peut-être de son frère cadet.
On suggère aussi qu'il a pu épouser une ou plusieurs de ses propres filles, ce qui ne serait pas franchement étonnant de la part d'un pharaon. Mais on raconte aussi qu'Akhenaton a peut-être eu une relation homosexuelle avec son co-régent vers la fin de sa vie, ce qui, dans la mesure où il aurait eu des enfants de Néfertiti, en ferait l'un des premiers grands personnages bisexuels. Son apparence physique, pour ainsi dire, peu catholique, et sa démarcation radicale d'avec les religions traditionnelles ont poussé l'histoire à le cataloguer parmi les hérétiques. Tout porte à croire, d'autre part, que son culte du soleil ait finalement fait peu d'adeptes parmi la population. Les fouilles de la ville antique d'Akhénaton ont permis de constater que la plupart des habitants avaient conservé chez eux les idoles de leurs nombreuses divinités, alors que leur pharaon était encore au pouvoir. Avait-il tout simplement pressenti le caractère éphémère de cette nouvelle religion ? L'adoration du disque solaire ne survit pas à la mort d'Akhénaton en 1334 avant Jésus-Christ. La réaction est même extrêmement brutale. On détruit systématiquement tout ce qui se rapporte à son nom. Seuls ses partisans, craignant le pire, s'empressent de déplacer son corps de la tombe de Tellal à Marna. La coutume voulait qu'on se rassemble pour organiser soigneusement la mise en lieu sûr de la dépouille des pharaons importants, de sorte qu'ils puissent passer tranquillement à la postérité. C'est certainement ce qui a dû arriver pour Akhénaton. Ça laisse d'ailleurs aux archéologues de belles perspectives de découverte. L'Égypte se cherche alors un pharaon capable de restaurer la foi et de regagner la confiance de son peuple. Mais la responsabilité finit par tomber sur un jeune garçon d'à peine 10 ans. Derrière la barrière des falaises de Deir el-Bahari, dans la zone montagneuse située à l'ouest de Thèbes, se trouve une région de ravines et de lits de rivières asséchés que l'on appelle des wadis. Les Égyptiens du Nouvel Empire enterrent leurs pharaons au milieu de ces canyons, dans une vallée que l'on appelle la vallée des rois. C'est là que par un après-midi de 1922 de notre ère, une découverte ressuscite de l'oubli des sables le nom d'un pharaon supposé de moindre importance. Il apparaît peu à peu que ce roi, du nom de Toutankhamon, n'est autre que le fils de l'hérétique Akhénaton. On commence à comprendre pourquoi ce dernier était resté jusque-là pratiquement anonyme. Les Égyptiens, en voulant effacer toute la mémoire d'Akhénaton, en ont peut-être fait autant avec celle de son fils. La liste des rois sur les murs d'Abydos est effectivement curieusement amnésique quant à l'existence de ces deux pharaons. Les spécialistes de l'Égypte se penchent dès lors sur une toute nouvelle et passionnante question. Qui était donc ce Toutankhamon ? Toutankhamon est né et a grandi dans la capitale d'Amarna. Après la mort de son père, son prénom d'origine Toutankhaton, ou image vivante du dieu solaire Aton, devient Toutankhamon, alors que la population renoue volontiers avec ses anciennes traditions et le culte du dieu Amon. Une simple lettre change et le nom du jeune pharaon retourne ainsi à l'image vivante du dieu de vie. De nouveau, les œuvres d'art le représentent en un roi vaillant lancé à l'attaque de l'ennemi nubien et syrien. Les experts, quant à eux, demeurent sceptiques quant à l'implication réelle d'un si jeune pharaon dans des campagnes militaires. Tout porte à croire en effet que les responsabilités de commandement aient été confiées au général Horemheb, un ambitieux guerrier que les documents retrouvés décrivent comme le commandant en chef de l'armée et vice-roi.
Avec pour mission de réimposer aux pays voisins la suprématie militaire du royaume, Horemheb s'est illustré par sa longue expérience au service des 2 pharaons précédant Toutankhamon. Qui donc se place mieux que lui pour incarner le pouvoir à la cour d'un enfant roi? Un enfant poussé sur le trône et dont on estime qu'il n'est qu'un souverain fantoche. La réponse doit probablement se trouver chez un homme dont la forte personnalité éclipse celle des autres membres de la cour. Aï, dont le nom signifie père divin, n'est autre que le vizir et grand prêtre du roi. C'est un fonctionnaire habile et déterminé. Les égyptologues pensent qu'avec Horemheb, Aï tire les ficelles du pouvoir et permet à cette époque à l'Égypte de rester un pays stable. Horemheb et Haï sont tous deux adeptes du dieu Amon. C'est sous leur impulsion que le pays se débarrasse du dieu solaire Aton et revient aux anciennes croyances basées dans l'ancienne ville de Thèbes, c'est-à-dire maintenant Luxor. Bien entendu, toutes les inscriptions de l'époque continuent de faire les louanges de Toutankhamon. Mais en vérité, ce sont en coulisses les bureaucrates, les fonctionnaires, le général Horemheb et le grand prêtre Haï qui gouvernent le pays et apposent partout où il le faut les tampons officiels. On continue de s'interroger sur l'investissement réel des pharaons dans la politique extérieure et dans les affaires intérieures de leur pays. L'Égypte dispose en effet d'une véritable bureaucratie d'administrateurs et de scribes. Le pharaon est avant tout le chef de file royal et religieux. Comme ses prédécesseurs, le jeune Toutankhamon voit sa vie orchestrée par une série d'activités et de cérémonies destinées simplement à le renforcer dans son titre. Ce jeune roi est d'abord une personne qu'on s'attache à couvrir en permanence des symboles de la royauté. On l'assiste du moment où il se lève au moment où il se couche. Son champ d'action est finalement très restreint et les affaires de l'État ne l'intéressent pas vraiment. Il doit juste avoir envie d'ôter sa couronne ainsi que tout l'apparat qui marque ses prérogatives pour s'en aller jouer avec ses camarades. Toutankhamon a déjà sa reine. De 2 ans son aînée, elle est aussi la fille d'Akhénaton, une épouse et par conséquent une demi-sœur. Elle s'appelait Ankhesenpaten et c'est devenu Ankhésénamon. Ils se sont mariés très jeunes et semblent être restés très proches l'un de l'autre, comme dans ces représentations où on la voit face à lui qui s'intéresse de près à ses activités de chasse ou de pêche. Après le rétablissement des anciennes religions, on s'attend à ce que l'Égypte vive sous le règne de Toutankhamon une période de renouveau. Mais à 18 ans, le jeune pharaon meurt subitement. Certains pensent qu'on l'a assassiné. L'analyse médico-légale de sa momie montre qu'il a succombé à un traumatisme crânien, comme si un coup violent lui avait été porté à la tête. Or, une expertise plus poussée laisse apparaître un simple petit trou dans l'os. On imagine dès lors plusieurs hypothèses. On a d'abord pensé qu'on l'avait poussé de son char, ce qui est assez improbable vu la nature de sa blessure. Ensuite, qu'on l'avait assassiné dans son sommeil à l'aide d'un objet pointu. D'autres ont préféré imaginer qu'il était peut-être mort d'une hémorragie cérébrale. Y a-t-il eu conspiration pour le tuer ? Certains suggèrent que sa boîte crânienne n'aurait été transpercée qu'après sa mort. On sait que les embaumeurs ne faisaient pas toujours très attention au corps qu'on leur confiait. On sait par exemple que pour faire rentrer la momie dans son cercueil, il leur arrivait de couper les pieds et de les placer à côté. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de ce genre avec Toutankhamon,
Je ne crois pas qu'il soit mort d'un coup à la tête. Mais ce sont plutôt les embaumeurs les responsables de cette blessure. Cette mort prématurée ne laisse pas à ses ouvriers le temps de lui bâtir une tombe royale digne de ce nom. C'est probablement la raison pour laquelle, en demeurant caché, le site funéraire de Toutankhamon parvient à échapper au pillage. Son entrée restera en effet longtemps obstruée par des fragments de rochers, déversés là plus tard, au cours de travaux d'une autre tombe royale. Avant la découverte des trésors stupéfiants de Toutankhamon, le monde moderne devait s'en tenir à une évocation purement imaginaire des objets d'art et temples richement colorés de l'ancienne Égypte. La mise au jour du tombeau du jeune pharaon permet ainsi de constater toute l'opulence et la magnificence de l'époque. Reste à confirmer si ces richesses accompagnant vers l'éternité un souverain relativement peu important ne sont encore que proportionnelles à celles des tombes des grands pharaons. Certains historiens prétendent qu'il ne faut pas s'attendre à davantage de miracles. Avec une population si reconnaissante pour la réhabilitation des anciennes religions et l'émotion soulevée par un décès aussi prématuré, il est probable que les funérailles de Toutankhamon aient été déjà des plus fastueuses. Une mort précoce qui non seulement prend de court les ouvriers du roi, mais laisse une fois de plus l'Égypte sans héritier du trône. On sait pourtant que le jeune couple royal a tenté de prolonger la lignée. 2 fœtus momifiés ont été retrouvés dans la tombe de Toutankhamon. Ce sont très certainement les restes de petites filles mort-nées. La théorie de certains égyptologues veut que les unions consanguines cumulées aux maladies et aux guerres de l'époque aient contribué au déclin de certains règnes. Dans le cas de Toutankhamon, il semble que cet enfantement consanguin ait tout simplement rendu ces créatures trop fragiles pour qu'elles survivent. Comme il n'y a aucun successeur légitime, on confie par défaut l'autorité du pays à Haï, grand vizir de Toutankhamon. Des documents montrent que juste après la mort de son souverain, Haï se serait préparé à prendre pour épouse la jeune veuve du pharaon afin de renforcer sa légitimité au trône. Celle-ci, suspectant la complicité d'Haï dans la mort de son mari, aurait tenté de fuir ce mariage. Désespérée, la jeune Ankhésénamon aurait réclamé de l'aide à l'étranger en écrivant au roi des Hittites. Envoyez-moi l'un de vos nombreux fils, que je puisse l'épouser, afin qu'il devienne roi. Je n'ai personne ici. Le roi des Hittites a répondu à son appel en envoyant l'un de ses fils. Seulement, il ne faut pas oublier la connivence qui existe à l'époque entre les bureaucrates et les 2 grands gouverneurs en place, le général Horemheb et le grand prêtre Hay. Et à peine arrivé aux frontières d'Égypte, le prince hittite a été assassiné. Ainsi, en épousant la veuve de Toutankhamon en 1325 avant Jésus-Christ, Haï se proclame souverain avant même qu'on ait achevé la sépulture du pharaon défunt. En atteste une peinture retrouvée dans cette tombe où on le voit coiffé de la couronne bleue des rois, présidant aux funérailles de Toutankhamon. Peut-être Haï était-il de toute façon destiné à succéder à Toutankhamon. Un doute subsiste cependant. Aussitôt après qu'Haï ait accédé au trône, on perd toute trace de la reine Ankhésénamon. Celle qu'on surnommait princesse d'Amarna et reine du destin disparaît subitement. A-t-elle été elle aussi victime d'une conspiration? Haï ne régnera que 4 ans. Comme Toutankhamon, il n'a aucun héritier susceptible de perpétuer cette 18e dynastie.
Aussi, le trône passe bientôt entre les mains d'une nouvelle lignée de rois très dynamiques, parmi lesquels figure le plus connu de tous les pharaons. Celui-ci marque le début d'une ère de construction et d'expansion jamais égalée, en même temps qu'il pousse à l'extrême l'image divine du pharaon. L'ancienne ville de Thèbes. Les pharaons se plaisent dans ces paysages qui bordent le Nil. C'est là que la reine Hatshepsut a fait dresser son obélisque et qu'Amenophis III a bâti son grand temple à la gloire du dieu Amon. La situation de cette capitale au sud de l'Égypte illustre le choix naturel d'un pays expansionniste qui cherche à s'étendre notamment vers les riches terres de Nubie. Avant de mourir, Toutankhamon y a réinstallé sa cour royale. C'est de là aussi que son successeur et vizir Haï aura gouverné, fût-ce même brièvement. En 1321 avant Jésus-Christ, c'est au tour du général Horemheb de se proclamer pharaon des Hautes et Basses Égyptes. Horemheb signifie « Horus en pleine allégresse ». Divinité égyptienne à tête de faucon, l'oiseau de proie Horus incarne le dieu des rois. Horemheb monte sur le trône après une longue et brillante carrière militaire débutée sous Amenophis III, soit 4 règnes auparavant. Akhénaton l'a nommé chef suprême des armées et Toutankhamon vice-roi. N'étant pas de sang royal, Horemheb ne peut prétendre au trône. Cependant, il choisit de se créer un vague lien de descendance en épousant la sœur de Néfertiti. Comme il n'est plus extrêmement jeune, il s'empresse d'abord de ramener l'Égypte à la situation précédant la période dite d'hérésie introduite par Akhénaton. À Thèbes, il fait réouvrir les temples d'Amon. Afin d'éviter un conflit de pouvoir avec le clergé, il nomme ses propres prêtres issus de l'armée en qui il place toute sa confiance. Il détruit ensuite les grands temples qu'Akhénaton avait fait édifier à Amarna à la gloire du disque solaire. Il en récupère les milliers de blocs de pierre pour les murs et pylônes, ces portes flanquées de tours rectangulaires, de ses nouveaux projets de construction. Il est loin de se douter que quelques 3000 ans plus tard, ses efforts pour effacer la moindre trace du règne d'Akhénaton auront un effet complètement inverse. Que découvrent les archéologues alors qu'ils travaillent à la restauration et à l'étude de ces vieux monuments? Ils mettent tout à coup au jour ces milliers de blocs qu'Horemheb était convaincu d'avoir enterrés pour l'éternité. Ils découvrent en fait des scènes décrivant la vie d'Akhénaton et de son culte. Ces scènes, qui ont été enterrées longtemps, sont en définitive mieux conservées que celles de la vie d'Horemheb. Horemheb usurpe également de nombreuses statues et monuments de ses derniers prédécesseurs. Pour cela, il lui suffit de faire graver son nom à la place du leur. Ainsi, la plupart des égyptologues estiment que 2 statues retrouvées à Karnak seraient en réalité, d'après les traits caractéristiques du visage, celles de Toutankhamon. Si cette pratique semble révéler une dose certaine d'égocentrisme, il faut pourtant savoir qu'elle est courante chez de nombreux pharaons. Je pense que les Égyptiens ne voyaient pas ça sous un angle forcément négatif. À leur sens, il s'agissait même plutôt de recyclage. Quelque part, ça faisait aussi partie des prérogatives du nouveau souverain. En montant sur le trône, il héritait de fonctions divines ayant toujours existé. C'était donc sa manière à lui de s'accorder avec l'éternité et de signifier au peuple qu'il avait toujours été là. Horemheb reste au pouvoir pendant près de 30 ans.
À sa mort, en 1306 avant Jésus-Christ, on le maudit à son tour pour ne pas s'être assuré de descendants légitimes. Afin d'éviter le chaos autour de sa succession, il a tout de même désigné son vizir comme futur souverain. Un roi qui, en prenant le nom de Ramsès Ier, inaugure la 19e dynastie, tout en étant loin de se douter qu'elle restera parmi les plus grandes épopées de l'histoire d'Égypte. Ancien officier de carrière, Ramsès Ier devient pharaon alors qu'il est probablement dans sa cinquantaine. Il veut lui aussi poursuivre la reconstruction de l'Égypte, et bien qu'il ne reste que 2 ans au pouvoir, il parvient à accomplir ce que ses 3 derniers prédécesseurs n'ont pas fait, engendrer un fils héritier. Le fils de Ramsès Ier se nomme Séti, dont le nom rappelle la dévotion de sa famille au dieu Seth. Sous le règne éphémère de son père, il s'est vu décerner le titre de vizir et de chef des armées. Après avoir hérité du trône, il s'octroie le titre supplémentaire de régénérateur des naissances afin de souligner l'aube d'une nouvelle ère dont il se porte garant. Sous son empire, la culture et l'art se développent considérablement. Il lance en même temps de vastes chantiers de construction comme à Karnak, où il commence à faire édifier la célèbre salle hypostyle du temple d'Amon, aux quelques 134 colonnes réparties sur 5406 mètres carrés. Il entame une vague de restauration et d'accroissement du site religieux d'Abydos et fait bâtir son temple funéraire à Gourna. Autant d'efforts qui l'aident à légitimer son droit à la couronne malgré le fait qu'il ne soit pas de sang royal. La cité d'Abydos est dédiée au culte d'Osiris, le dieu des morts. Cette nécropole des anciens pharaons des 2 premières dynasties tombe en ruine. Le temple que Séti Ier se fait construire à cet endroit est considéré comme l'un des grands chefs-d'œuvre de l'époque. À l'intérieur, il apparaît représenté aux côtés de nombreux dieux égyptiens. On pense effectivement à l'époque que les dieux résident là où on leur a dédié un temple. Ces reliefs muraux figurent parmi les plus beaux d'Égypte. Sculptés avec la plus grande minutie et selon les techniques les plus perfectionnées, ils se différencient des sculptures habituelles et plus rudimentaires de l'époque. C'est aussi dans ce temple que l'on a découvert la fameuse table d'Abydos, liste que Séti Ier fait graver en hommage aux pharaons qu'il considère comme les plus importants, c'est-à-dire de Ménès à lui-même. Séti signifie fils du dieu Seth, la divinité des tempêtes et de la guerre. Sur les champs de bataille, le pharaon se montre à la hauteur de son nom. Si Horemheb s'est chargé de rétablir les anciennes traditions égyptiennes, Séti Ier se préoccupe de restaurer à l'étranger le prestige du pays, ainsi que de reconquérir certaines régions éloignées de son vaste empire, notamment le Levant, après sa bataille de Kadesh en Asie. C'est un roi qui a été élevé dans une culture militaire. Il va entreprendre 4 campagnes contre les Hittites et repousser une invasion libyenne à l'ouest. Le temple de Karnak figure parmi ses plus grandes réalisations. Le long du mur nord, vous avez ces immenses et longs reliefs qui le représentent attaquant les forteresses ennemies. On a là véritablement un guerrier puissant. Après 13 années d'un règne particulièrement fécond, Séti Ier s'éteint en 1278 avant Jésus-Christ. On l'enterre d'abord dans le tombeau qu'il s'est fait construire dans la vallée des rois, avant de déplacer sa momie vers une sépulture secrète creusée dans les falaises surplombant le temple d'Hatchepsout à Der el-Bahri. Ceci afin de lui épargner un éventuel pillage. Ce n'est effectivement qu'en 1881 que des archéologues mettent au jour sa tombe et découvrent parmi 160 momies la sienne, qui reste de surcroît la mieux conservée de toutes les momies royales.
La première épouse de Séti est la reine Tuya. Elle aussi est issue d'un milieu militaire, sans aucune origine noble. Si leur premier fils meurt et que leur second enfant est une fille, le troisième va devenir le souverain le plus célèbre d'Égypte. L'étoile Sirius de la constellation du Grand Chien est aussi celle qui brille le plus dans le ciel égyptien. Elle disparaît chaque année au début du mois de mai pour réapparaître vers le 18 juillet. Son retour marque pour les Égyptiens anciens le début de la saison des crues où le Nil dépose alentour ses limons fertiles. Une année, sous le règne de Séti, ces crues sont particulièrement importantes. La légende veut qu'elle annonce l'avènement du prochain souverain. Celui-ci n'est autre que Ramsès II, dont le nom deviendra presque à lui seul synonyme de pharaon. Un succès qu'il doit peut-être à la préparation consciencieuse à laquelle son père Séti Ier l'astreint 6 années durant. Ramsès II a sûrement été l'un des pharaons les mieux préparés à gouverner. Son père l'a associé au trône 6 ans avant sa mort. Il lui succède ensuite à une époque où l'on a déjà pris l'habitude de s'assurer que les princes héritiers ont suffisamment d'expérience militaire et politique pour régner. Dès l'âge de 15 ans, Ramsès accompagne en effet déjà son père en campagne militaire. À 22 ans, il mène sa première armée pour réprimer une révolte en Nubie avant d'attaquer en embuscade des pirates méditerranéens qui s'étaient risqués dans le delta du Nil. Sa plus grande bataille reste celle de Kadesh, à la frontière du Liban et de la Syrie, où il continue d'affronter la gigantesque coalition des armées hittites. Ainsi, Séti Ier voit-il son fils devenir un grand chef militaire et un digne souverain. Un magistral Ramsès II qui, doué d'une lucidité et d'une assurance sans pareille, s'apprête à laisser une marque indélébile dans l'histoire de l'Égypte. Le soleil se lève sur un doux matin de juin 1279 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on couronne un jeune et dynamique prince de 25 ans, le pharaon Ramsès II. Cette journée de cérémonie marque le début d'une épopée extraordinaire dans l'histoire de l'Égypte antique. Tout ce que Ramsès II accomplira au cours de son règne de 60 et quelques années se fera à grande échelle. Aucun autre pharaon n'engendrera autant d'enfants, ni ne construira autant de temples et de monuments. Son règne est si édifiant que ses descendants souverains le surnomment le grand ancêtre. L'histoire elle-même s'en souvient comme de l'éminent pharaon. Lorsque Ramsès II monte sur le trône, il est prêt à assumer ses fonctions comme aucun autre prince ne l'a été avant lui. Son père, Séti Ier, s'est illustré par ses exploits militaires et par une ouverture sans précédent de son pays aux arts et à l'architecture. Séti Ier est bien décidé à ce que son fils, une fois pharaon, perpétue cet élan. Il décide donc pour lui d'une éducation et d'une instruction militaire des plus solides. Tout jeune, le prince Ramsès suit déjà son père dans ses campagnes militaires en Libye et en Syrie. Et puisque la dynastie repose dorénavant sur ses épaules, on lui inculque en même temps le devoir d'engendrer une descendance consistante. Ramsès, qui se passionne pour le métier de roi, semble avoir parfaitement compris la leçon. Ainsi, avant même qu'il soit couronné pharaon, ses 2 femmes principales au harem royal lui auraient déjà donné plus de 20 enfants.
Les Égyptiens se mariaient jeunes. Il est même probable qu'on mariait les jeunes princes dès que possible, de sorte qu'ils commencent à procréer sans perdre de temps. Le principe étant de s'assurer un maximum de légataires masculins pour le cas où le premier d'entre eux viendrait à mourir avant la succession. La deuxième raison de cette précocité était que la maison royale se devait de véhiculer auprès du peuple égyptien une image forte de fécondité. Ramsès nous relate lui-même sa jeunesse sur des inscriptions murales au temple de son père à Abydos. Séti Tout-Puissant m'a couronné de ses mains alors que j'étais enfant. Il m'a doté de femmes, d'un harem tout entier, et a placé sous mon joug les peuples du nord et du sud. Fort de son expérience sur les grands chantiers de son père dans l'encadrement des tailleurs de pierre à la carrière d'Assouan, Ramsès, une fois devenu pharaon, s'empresse de faire élever ses propres monuments. Ramsès II est probablement le premier grand entrepreneur en bâtiment du monde. C'est certainement le monarque qui a le plus construit dans l'histoire antique. Il est le principal responsable de l'extension du temple du dieu Amon à Luxor, au sud du pays. 2 mois après son couronnement, on y organise une fête en son honneur. Pour marquer en retour sa gratitude, Ramsès commandite à Luxor une nouvelle entrée ainsi que 2 obélisques, dont celui de la place de la Concorde à Paris et la première d'une série de statues colossales à son effigie. Voici la partie supérieure d'une énorme statue à son image provenant d'un temple qu'il a fait bâtir à Abydos. Elle est une représentation typique des pharaons sous l'ancienne Égypte, c'est-à-dire d'un adulte viril puissant. Cette statue est restée longtemps ensevelie sous les sables, ce qui lui a permis de bien se conserver. Voyez avec quelle vivacité on les peignait à l'époque. Il s'agissait avant tout de les faire apparaître comme des entités vivantes. Ramsès II fait étendre et embellir la fameuse salle hypostyle du temple de Karnak, débutée sous Aménophis III. Avec ses 134 colonnes culminant autrefois à 23 mètres, cette merveille de l'architecture ancienne forme une véritable forêt de pierre. Mais ces grands projets de construction ne s'en tiennent pas à Karnak et à Luxor, construites toutes deux sur les ruines de Thèbes, sur la rive est du Nil. Conformément aux préceptes religieux égyptiens, Ramsès fait bâtir son propre temple funéraire sur la rive ouest du côté où le soleil se couche. L'édification de cette gigantesque nécropole, du nom de Ramesseum, requiert alors l'intervention de 3000 tailleurs de pierre. Bien qu'elle soit aujourd'hui pratiquement en ruine, l'historien grec Diodore de Sicile la décrit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ comme surpassant de loin toutes les autres réalisations de l'époque. 2 statues de granit de 18 mètres de haut se dressaient autrefois ici en protectrices des lieux. Il ne subsiste aujourd'hui que le buste de l'une d'entre elles. Il faut cependant descendre plus au sud, à la frontière actuelle avec le Soudan, pour trouver le plus magistral de ces monuments, le temple d'Abou Simbel. Creusé à même une falaise de grès rose, il domine la vallée. Sa grandeur semble vouloir rappeler à quiconque navigue là sur les eaux du Nil qu'il entre dans le pays des dieux. On estime que la construction d'Abou Simbel débute dans la 10e année du règne de Ramsès II, en 1269 avant Jésus-Christ, et qu'elle dure 13 ans.
Bien qu'il soit dédié au dieu Amon-Ré et Ptah, ce gigantesque monument divinise avant tout le dieu et roi Ramsès en personne. D'une façade qu'on dirait presque surgie de terre, 4 portraits colossaux du pharaon dominent la vallée de leur toute-puissance. Si ces géants de 20 mètres pouvaient se lever, ils en attendraient pratiquement 30. Les représentations de l'entourage de Ramsès II, ses divinités, femmes, enfants et amis, restent en comparaison minuscules. Le temple d'Abou Simbel est en soi un modèle de technique architecturale. Son orientation a été calculée de telle sorte que 2 jours par an seulement, aux équinoxes de printemps et d'automne, les rayons du soleil levant traversent l'entrée et inondent de lumière les statues du roi représentées sous les traits du dieu Osiris. Ils poursuivent ensuite le long d'un corridor de 65 mètres pour pénétrer la partie la plus secrète du sanctuaire et illuminer les statues de 3 dieux, parmi lesquels Ramsès. Un 4e dieu, Ptah, n'apparaît que partiellement à la lumière du jour. Ptah est en effet la divinité des ombres. Plus petit, le second temple d'Abou Simbel est dédié à la reine Néfertari, épouse favorite de Ramsès II. La simple présence des 6 statues du couple sur sa façade révèle tout l'amour que le roi éprouve pour elle. Être associé à ce point au pharaon lui-même est en effet un immense privilège. Il est d'ailleurs probable que la reine Néfertari ait assisté à l'inauguration de son temple. Lorsque Néfertari meurt en 1254 avant Jésus-Christ, Ramsès II a déjà fait bâtir à son attention une tombe dans la vallée des Reines, sur la rive ouest du Nil, près de Thèbes. S'enfonçant à près de 8 mètres sous terre, cette sépulture récemment restaurée et ouverte au public reste à ce jour l'un des plus beaux exemples de tombes royales sous l'ancienne Égypte. Les fresques du caveau montrent Néfertari dans des poses symboliques en compagnie des dieux. À peu près à la même époque que l'édification d'Abou Simbel, Ramsès II entreprend au nord-est du delta du Nil la construction de son Père Ramessou, ou domaine de Ramsès. Celui-ci jouera bientôt dans l'histoire de l'humanité un rôle très important. Depuis 400 ans, en effet, le peuple hébreu vit paisiblement dans le delta du Nil. On pense que Ramsès II, préoccupé comme son père avant lui par leur grand nombre, aurait choisi de les forcer aux travaux éreintants pour la construction de sa ville. On pense que c'est ici qu'a débuté, vers 1263 avant Jésus-Christ, l'Exode tel que la Bible nous la relate. Quand on parle de Ramsès II, on pense souvent à la période de l'Exode. Les détails sur l'Égypte figurant au livre de l'Exode dans la Bible concordent avec ceux qui illustrent le règne de Ramsès II et son royaume de Ramessou. Je dirais que cet épisode a vraiment eu lieu. Et si seule la Bible en témoigne, c'est parce que l'événement, tout relatif qu'il était pour les Égyptiens de l'époque, allait demeurer comme capital dans l'histoire des Juifs. Qu'il ait été ou non le grand pharaon mentionné par la Bible, il est clair que Ramsès II est alors déterminé à laisser aux 4 coins de l'Empire son empreinte toute puissante. En faisant élever autant de monuments à sa gloire, il se hisse à l'image d'un dieu. Sa gloire, cependant, ne s'appuie pas uniquement sur ses réalisations architecturales, mais aussi sur sa capacité à écraser l'ennemi.
Si un seul pharaon devait subsister parmi ceux ayant marqué la longue civilisation de l'ancienne Égypte, c'est bien lui. Ramsès II est le plus prolifique à tout point de vue, y compris sur les champs de bataille. Au cours de ses 67 années de règne, ses conquêtes à l'étranger inondent l'Égypte de richesses, en même temps qu'elles encouragent une véritable explosion culturelle. Les impôts qu'il lève ainsi que ses butins de guerre lui permettent de financer l'embellissement des temples et la construction de nouveaux monuments. Ses esclaves faits prisonniers au cours des nombreuses batailles lui garantissent la main-d'œuvre nécessaire. Au nord-est de l'ancienne Égypte s'étend un vaste désert marqué aujourd'hui par la Syrie. Si Séti Ier a gardé le contrôle des régions côtières sud, le peuple des Hittites tient encore sous sa domination la ville stratégique de Kadesh, dans une région que Ramsès II reste déterminé à reprendre un jour ou l'autre. Dans la 4e année de son règne, profitant d'une révolte dans les territoires occupés, il décide de sceller à jamais l'œuvre expansionniste de son père en chassant une bonne fois pour toutes l'ennemi hittite de ses bastions. Pour y parvenir, il lui faudra affronter sa plus dure épreuve, la bataille de Kadesh. Des inscriptions nous racontent ainsi qu'en 1275 avant Jésus-Christ, il rassemble l'une des plus vastes armées que l'Égypte ait alors connue. 20 000 hommes traversent la bande de Gaza et font route vers Kadesh. Alors qu'ils parviennent presque à destination, la capture et l'interrogatoire de 2 espions hittites leur fait croire à tort que l'ennemi terrorisé s'est déplacé à 160 km au nord. Confiant, Ramsès poursuit le chemin avec seulement un quart de ses troupes et établit son campement sans savoir qu'une formidable embuscade les attend. Lorsqu'il réalise le traquenard, il est déjà trop tard. Miraculeusement, il parvient avec ses hommes à tenir en haleine l'ennemi hittite jusqu'à l'arrivée des renforts égyptiens. S'il évite de justesse la débâcle, de nombreux égyptologues estiment que la bataille de Kadesh finira en impasse. Un avis que le pharaon à l'époque semble loin de partager. Les murs des temples de Karnak, de Luxor, d'Abydos, d'Abou Simbel et du Ramesséum décrivent au contraire les triomphes de Ramsès à Kadesh. Ces fameuses victoires militaires que l'on célèbre ici comme les plus grandioses de l'ancienne Égypte ont-elles donc réellement eu lieu ? La représentation et la description de la bataille de Kadesh figurent parmi les documents historiques les plus intéressants dont nous disposons sur le règne de Ramsès II. On y dépeint le pharaon comme le vainqueur magistral des Hittites. Alors qu'en réalité, même s'il n'a pas été contraint de battre en retraite, Ramsès s'est retrouvé dans l'impasse, sans aucun espoir immédiat de reconquérir la Syrie. D'autres échecs militaires suivront avant que Ramsès ne réalise qu'il vaut mieux tirer un trait sur la Syrie. Là où certains voient le premier traité de paix de l'histoire, les 2 pays signent en 1259 avant Jésus-Christ un pacte mutuel de non-agression. Gravés dans des plaques de pierre et d'argile, les 2 versions du document hittite et égyptien ont survécu jusqu'à nous. Une fois la paix ramenée, Ramsès II aurait épousé une princesse hittite afin de sceller davantage le traité. Son harem se serait même agrémenté de femmes syriennes et babyloniennes. Ramsès II meurt en 1212 avant Jésus-Christ à l'âge de 92 ans.
Après l'avoir momifiée, on enveloppe sa dépouille dans un linceul doré avant de la placer dans un sarcophage de pierre que l'on ensevelit près de ses ancêtres dans la vallée des rois. Malgré toutes les précautions prises pour assurer au pharaon sa vie éternelle dans l'au-delà, sa tombe est régulièrement pillée au cours des 2 siècles qui suivent. Après l'avoir enveloppée, des prêtres se chargent de déplacer d'urgence sa momie. Les restes de Ramsès II finissent dans un simple cercueil de bois de cèdre. Ce n'est qu'en 1881 de notre ère que l'on retrouve cette momie parmi d'autres, dans la cache royale de Der el-Bahri, creusée près du temple de la reine d'Hatshepsut. L'analyse de sa momie révélera notamment que Ramsès II portait des cheveux roux et qu'il mesurait environ 1,70 m. Obturé par des grains de poivre au cours de l'embaumement, son nez aquilin s'est bien conservé. L'impossibilité du pharaon de trouver le repos après la mort est révélatrice du sort de l'Égypte. Le pays amorce à cette époque un long et difficile déclin. On pense que Ramsès II a engendré plus de 200 enfants, dont 100 au moins ont atteint l'âge adulte. Ses 12 premiers fils héritiers, dans leur chronologie, décèdent avant leur père. C'est le 13e, du nom de Merenta, qui assure la relève à l'âge de 60 ans. Et bien qu'il se démarque par de victorieuses campagnes militaires contre les Libyens et les Syriens, son règne long de 10 ans seulement ne lui permet pas d'égaliser les réalisations de son père. La découverte d'une partie du palais de Merenta à Memphis reste pourtant un moment important dans l'histoire de l'archéologie. C'est la toute première fois qu'on met au jour les vestiges d'une ancienne résidence royale égyptienne. Des fragments de ce complexe architectural ainsi qu'une maquette du palais exposée aux États-Unis, au musée archéologique de l'Université de Pennsylvanie, permettent de mesurer toute la grâce des intérieurs qui font alors le quotidien des pharaons. Ces sculptures et gravures provenant de son palais représentent le pharaon dans une pose propre à son rang. Sur ce fragment, Merenta se tient face au dieu créateur Aton, que vous voyez à droite. Aton lui remet le fléau et la houlette, symbole de la royauté. Merenta apparaît ici, coiffé de la couronne, et tient un oiseau échassier qu'on appelle un vanneau et qui symbolise le peuple égyptien. Des hiéroglyphes à l'entrée du palais mettent en exergue les liens qui l'attachent en tant que pharaon aux puissances divines. Le déchiffrage donne ceci. En te remettant le fléau et la houlette, je t'ordonne, Pharaon, pour des millions d'années. On a là un concentré de l'interaction qui existe entre le roi et les dieux égyptiens, où l'on voit clairement la façon dont il lui confère les pleins pouvoirs. Si à la mort de Merenta en 1202 avant Jésus-Christ, la glorieuse 19e dynastie n'est déjà plus qu'une vieille histoire, l'épopée des grands pharaons ne s'achève pas là pour autant. Ramsès III lui succède en digne représentant d'une puissante Égypte, alors qu'une reine du nom de Cléopâtre s'apprête à devenir l'héroïne d'un drame qui passionnera le monde entier. Sous les contreforts des montagnes protégeant la vallée des rois, se cache sur le site de Métinet Abou le temple funéraire le mieux préservé de toute l'ancienne ville de Thèbes. C'est aussi, outre le seul temple d'Égypte à avoir fait l'objet d'un relevé architectural détaillé, celui dont on a déchiffré l'intégralité des reliefs et hiéroglyphes. Ramsès III, second pharaon de la 20e dynastie,
en est le commanditaire. Il ne descend pas de la même lignée que celle de l'éminent Ramsès II, dont il n'a de commun que le nom. Lorsqu'il monte sur le trône en 1182 avant Jésus-Christ, Ramsès III hérite d'une Égypte stable et d'une nation relativement tranquille. Mais 8 ans plus tard, il se voit contraint d'affronter un ennemi redoutable, les peuples de la mer. Vers 1176 avant Jésus-Christ, les anciennes nations situées à l'est de la Méditerranée, sur les territoires actuels de la Turquie, de la Syrie et d'Israël, se retrouvent prises sous la menace armée d'envahisseurs connus sous le nom générique de « peuples de la mer ». Le temple funéraire de Ramsès III à Médine-Tabou nous livre le long récit de l'invasion, puis du rejet d'Égypte des peuples de la mer. Une invasion qui fut maritime, mais également terrestre. Car s'ils sont bien accompagnés de farouches guerriers, ces peuples de la mer sont avant tout des hommes, des femmes et des enfants, à la recherche d'une terre où s'établir. La menace pour l'Égypte semble alors d'autant plus grave que ces peuplades sont parvenues à écraser les Hittites, les grands rivaux des Égyptiens. Ramsès III ordonne donc d'urgence à ses avant-postes militaires de défendre coûte que coûte les frontières de l'Empire, le temps qu'il envoie sur place son armée repousser l'envahisseur. La première des 2 grandes batailles a lieu près de la frontière syrienne. Si Ramsès III en sort vainqueur, il doit encore affronter la formidable puissance maritime des peuples de la mer. Les peintures murales des temples de Ramsès montrent les archers du pharaon tirant sans relâche leurs flèches sur les lignes ennemies. Ce fut un type de guerre tout à fait inhabituel pour les Égyptiens. Il s'agissait de s'opposer à un peuple exotique dont ils ne connaissaient pas le moins du monde le potentiel militaire et stratégique. Une victoire pourtant éphémère, puisque 3 ans plus tard, Ramsès III doit repousser une nouvelle invasion. L'ennemi, qui attaque cette fois à la frontière ouest de l'Égypte, est une alliance de plusieurs tribus, dont celle des Libyens. Après un nouveau triomphe militaire, les scribes se mettent à recenser les pertes du camp ennemi. On coupe la main droite des cadavres que l'on apporte au pharaon avant de les compter. Ramsès ordonne un jour que l'on recommence le dénombrement, cette fois en lui présentant le phallus de ses victimes. Ramsès III vient à nouveau de sauver sa nation. Mais l'ironie du sort veut que l'on s'en prenne à sa vie. L'histoire nous a légué le compte-rendu de l'enquête officielle qui a suivi l'attentat. Mais ce rapport ne nous dit pas clairement si Ramsès a échappé à une tentative ou bien s'il a réellement été assassiné. On sait que l'instigatrice du complot est une reine secondaire du nom de Ti. Elle aurait pu agir par déception que son fils ne figure qu'en position éloignée dans la liste des prétendants au trône. Elle aurait cherché à éliminer Ramsès afin d'usurper la lignée royale au profit de sa propre descendance et prendre ainsi le contrôle de l'Égypte. L'un des conspirateurs aurait d'autre part rompu le secret. Le procès impliquera plus de 40 conjurés. Après avoir été reconnus coupables, 6 d'entre eux se suicident face aux jurés, évitant ainsi une mort lente et épouvantable par empalement.
D'autres, reconnus coupables à un degré moindre de participation, ont les oreilles et le nez tranchés. Que cette tentative d'assassinat ait été ou non couronnée de succès, il est clair que Ramsès III est mort avant le rendu des verdicts. Cette fin de règne déplorable présage des troubles qui agiteront bientôt l'Égypte. Après Ramsès III, une période de scission politique et de tension sociale s'installe peu à peu. Les successeurs ont l'air de maîtriser beaucoup moins bien la situation et le pays commence à se partager entre plusieurs royaumes gouvernés par plusieurs pharaons. Certains égyptologues tentent une explication. L'Égypte ne se limite plus à l'étroite et paisible vallée du Nil. D'autres grands empires surgissent tout autour, notamment la Syrie. On est là dans une époque de fluctuations qui déstabilisent l'Égypte et la font chuter de son piédestal. Et le pays souffre tout entier de cela. Sur les 8 siècles qui suivent, près de 70 souverains issus de 11 nouvelles dynasties se succèdent au trône d'Égypte. Parmi eux, figurent des conquérants libyens, nubiens, syriens et perses. En 333 avant Jésus-Christ, le pays alors sous la domination des Perses doit affronter l'un des plus grands chefs militaires de tous les temps, Alexandre le Grand. Fils du roi Philippe II de Macédoine, Alexandre le Grand incarne dans la Grèce de l'époque le pouvoir dominant. Après avoir reçu son éducation du philosophe Aristote, le jeune Alexandre accède au trône en 336 avant Jésus-Christ, après que son père ait été assassiné. Il veut avant tout vaincre les Perses, qui menacent la Grèce depuis plus de 200 ans. À 25 ans, ses succès rapides lui permettent de libérer les cités grecques et de triompher du grand roi des Perses, Darios, à la bataille du Granique en juin 334 avant Jésus-Christ. Peu après avoir bouté l'ennemi hors de Grèce, il pénètre en Égypte en libérateur. On le couronne même pharaon et on l'élève au statut de Dieu. Alexandre était un homme doué d'une intelligence remarquable. Il a su faire preuve en Égypte, plus que partout ailleurs, de sa perspicacité et de son flair en matière de politique. Et même si ses armées ne le considéraient pas comme un dieu vivant, il avait compris, comme ses conseillers, qu'en se rendant maître de l'Égypte, il lui faudrait là-bas endosser la cape royale et être adoré comme une divinité. Mais malgré ce nouveau titre de pharaon, son destin le conduit ailleurs. Peu après avoir fondé la ville d'Alexandrie, dont il fait la nouvelle capitale du royaume, il repart en conquête sur des terres qui le mènent jusqu'en Inde. Cependant, et alors qu'il a toujours surmonté ses nombreuses blessures de guerre, une fièvre l'emporte en 323 avant Jésus-Christ dans la ville de Babylone. Ses généraux décident de se partager son vaste empire. Parmi eux, son officier et ami d'enfance Ptolémée. Sa revendication du royaume marque le début de la dernière dynastie égyptienne. Une dynastie qui, en même temps qu'elle fait du pays un riche foyer culturel et artistique, bâtira l'une des 7 merveilles du monde et verra l'avènement d'une des reines les plus célèbres de l'histoire. Dans les fonds marins au large du port d'Alexandrie repose la clé d'une énigme vieille de plus de 2000 ans. Les souverains se promenaient autrefois sur cette chaussée qui reliait la ville à la petite île de Pharos. Détruite par une succession de tremblements de terre à partir du IVe siècle, ce n'est qu'il y a quelques années qu'on relève dans ces parages des vestiges significatifs du grand phare d'Alexandrie,
et du palais de Cléopâtre. Le dernier chapitre de notre épopée des plus grands pharaons débute en 323 avant Jésus-Christ, lorsque Ptolémée Ier, général macédonien et fidèle lieutenant d'Alexandre le Grand, revendique le trône d'Égypte avant de se proclamer lui-même pharaon. Il devient en 305 avant Jésus-Christ le premier roi de la 32e dynastie, celle des Ptolémées. La dynastie égyptienne des Ptolémées s'est illustrée par son maintien, la plupart du temps, d'un pays stable et prospère. Elle a su rester respectueuse des traditions religieuses locales, tout en continuant de pratiquer sa religion grecque. La succession des Ptolémées apparaît d'ailleurs en peinture sur les murs de nombreux temples, comme la dernière et prestigieuse dynastie de la royauté égyptienne. Les Ptolémées sont eux aussi de grands bâtisseurs. Parmi leurs œuvres majeures, la monumentale bibliothèque d'Alexandrie. Ces murs abritaient autrefois quelques 700 000 manuscrits. C'est vers ce haut lieu de la culture scientifique et littéraire qu'affluent alors des quatre coins du monde savants et autres érudits en quête de connaissances. Les Ptolémées dressent également le grand phare d'Alexandrie, réplique gigantesque d'un premier exemplaire dont ils sont aussi les auteurs. On le surnomme la 7e et dernière merveille de l'Ancien Monde. Culminant à 135 mètres depuis la petite île de Pharos, face au port d'Alexandrie, son fanal, alimenté par un immense brasier, est alors visible à plus de 160 km à la ronde. Malgré ces glorieuses illustrations, et peu à peu miné par les rivalités familiales, le déclin économique, les dissensions politiques et la puissance croissante de Rome, cette dynastie d'une quinzaine de rois finit par s'éteindre. Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, alors que Jules César rayonne jusque sur les eaux du Nil, les Ptolémées ne sont plus que des souverains fantoches. En 51 avant Jésus-Christ, Ptolémée XII lègue le trône d'Égypte à sa fille de 18 ans, Cléopâtre, la 7e du nom. Celle-ci est contrainte de partager ses responsabilités avec son frère de 10 ans, Ptolémée XIII. Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre manie couramment 7 langues. Elle est la seule des pharaons grecs à savoir parler égyptien. Contrairement à la légende, elle n'incarne pas la beauté suprême. C'est pourtant une femme sensuelle, douée d'une voix voluptueuse et d'une intelligence exceptionnelle. Le grand philosophe Plutarque écrira d'elle: Le timbre de sa voix était tout simplement un régal pour les oreilles. À la manière d'un musicien jouant sur plusieurs cordes, elle savait passer d'une langue à l'autre, au point qu'elle avait rarement besoin d'un interprète. Cléopâtre devra user de tous ses talents pour garder le contrôle d'une Égypte qu'elle aime énormément. Peu après sa montée sur le trône, ses dissensions avec son frère s'achèvent en une guerre civile pure et dure, au cours de laquelle certains égyptologues pensent que la grande bibliothèque d'Alexandrie aurait été détruite. Forcée de fuir provisoirement vers la Syrie, Cléopâtre revient à Alexandrie lorsqu'elle apprend que Jules César vient d'y entrer. Elle a réalisé qu'avec la puissance croissante de Rome dans le monde méditerranéen, elle avait très peu d'espoir de se maintenir reine d'Égypte.
Et lorsque César est entré en Égypte, elle s'est mise en tête de le séduire, comme on a tous pu le voir dans bon nombre de scénarios de pièces et de films. Ses servantes la dissimulent dans un tapis et la passent clandestinement jusqu'au quartier de Jules César à Alexandrie. Lorsqu'il déroule ce tapis qu'on lui présente comme un cadeau, l'empereur découvre avec enchantement la reine d'Égypte, qui devine à ce moment-là qu'elle vient de gagner son meilleur allié. Vaincu, son frère Ptolémée XIII se noie mystérieusement. Quelques semaines plus tard, César s'en retourne à Rome, laissant Cléopâtre enceinte de leur fils Césarion. Un an passe avant qu'il ne lui demande de le rejoindre. Mais sa présence à Rome est vécue comme un outrage. Venant s'ajouter aux querelles de l'empereur avec le Sénat, cet affront conduit à l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ. Cléopâtre rentre alors en Égypte. L'arrière-petit-neveu de César, Octavien, ainsi que l'un de ses anciens conseillers, Marc-Antoine, décident de combler le vide politique laissé par sa disparition. Mais leur partage du pouvoir s'avère bientôt impossible et Marc-Antoine se tourne vers Cléopâtre pour lui réclamer son assistance. Antoine est ébloui par le charme de cette femme, dont il découvre en même temps l'aisance dans des sujets de conversation a priori réservés aux hommes d'État. C'est le début d'une histoire d'amour doublée d'une solide alliance politique où ils jouent tous deux à la fois leur destin et celui de l'Égypte. Après une ultime et infructueuse tentative d'arrondir les angles avec Octavien, Antoine décide de rejoindre une bonne fois pour toutes Cléopâtre. Quelles qu'aient pu être ses motivations amoureuses, il attendait aussi de Cléopâtre de l'argent et du bois pour construire ses bateaux, pendant qu'elle, de son côté, voulait de nouvelles concessions de terre, ainsi que davantage de garanties fiscales. Ils étaient par conséquent tout autant amoureux que co-associés. Ainsi, Marc-Antoine lui fait-il cadeau, comme à leurs deux enfants, de conquêtes romaines en Asie. Il reconnaît en outre et proclame que Césarion, le fils qu'elle a eu avec Jules César, est bien le successeur légitime. On a là une situation dans laquelle un grand et noble général romain offre délibérément des morceaux de l'Empire à une reine étrangère. Vous imaginez l'indignation des sénateurs romains. Et c'est comme ça que Marc-Antoine est devenu l'ennemi public numéro 1. Octavien exploite alors l'indignation que suscitent ces abandons de territoire pour remporter le soutien de l'armée et déclarer la guerre au couple maudit. En 31 avant Jésus-Christ, Octavien et ses Romains enserrent la flotte égyptienne dans la bataille navale d'Actium. Face à une défaite inéluctable, Antoine et Cléopâtre prennent la fuite. En moins d'un an, les Romains s'emparent d'Alexandrie et les forces égyptiennes capitulent. Marc-Antoine savait le destin qu'on lui réservait et il a choisi une sortie de scène à la romaine. Il s'est suicidé avec son épée dans Alexandrie assiégée. Cléopâtre, elle, s'attendait à ce qu'on l'enchaîne par les poignets et les chevilles pour l'exhiber dans une Rome triomphante. Il n'était pas question non plus qu'elle tente de séduire Octavien après César, puis Antoine, qu'elle aimait et venait de perdre. Octavien, qui en tout cas s'assurait par cette immense victoire la domination du monde romain. Marc-Antoine aurait expiré entre les bras de Cléopâtre. La reine elle-même, prête à se donner la mort, ordonne alors qu'on lui apporte en secret un serpent venimeux. À 39 ans, entourée de ses domestiques, elle succombe à la morsure de l'animal.
Il ne faut pas croire que ce fut forcément pour elle la pire des morts. Ce type de peine capitale était assez répandu en Égypte à l'époque, et l'on peut s'attendre à ce que Cléopâtre se soit faite à l'idée de mourir de cette manière. Avec le dernier souffle de Cléopâtre, s'achève la grande épopée des pharaons. Une digne fin en soi pour l'une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps et pour la civilisation de l'ancienne Égypte qui aura duré plus longtemps que tout autre. Si les suzerains égyptiens et romains s'attachent ensuite à perpétuer les traditions, en continuant notamment d'endosser le titre de pharaon et de construire des temples à leurs dieux, c'est uniquement dans le but de garder le contrôle de la population. L'Égypte a d'ores et déjà changé de visage. Elle n'est plus qu'un immense réservoir destiné à alimenter en richesse l'Empire de Rome. Laissés à l'abandon, les magnifiques lieux saints et monuments édifiés sur plus de 3 millénaires décrépissent lentement mais sûrement. Tout ce qui n'a pas encore été dégradé ou pillé devient la proie du sable et des vents. Les couleurs vives s'effacent peu à peu, alors qu'un patrimoine entier de majestueuses et graciles silhouettes s'enfonce sous la surface anonyme du désert. Les voix de ces pharaons, mi-hommes, mi-dieux, se sont tues à jamais, emportant dans leur silence la magnificence de la civilisation du grand empire du Nil. Mais l'héritage principal des plus grands pharaons d'Égypte a malgré tout survécu à l'oubli et aux destructions. Défiant les millénaires, ces visages fascinants témoignent de la gloire éternelle de la nature humaine et révèlent combien ces anciens géants nous sont restés proches.